2006. Bientôt ils seront tous là. Sa famille, son héritage, ce qui restera quand elle ne sera plus de ce monde, parce qu'elle doit leur révéler la vérité, se décider enfin et tout raconter, parce qu'elle n'a plus la force de vivre avec ce fardeau sur l'âme. Ce fardeau devenait chaque année plus lourd, et elle s'affaiblissait. Le porter était devenu un supplice insupportable. Dans sa jeunesse, c'était tellement plus facile. Il fallait s'en débarrasser de ce fardeau, parce qu'elle sentait qu'encore un peu, et il l'écraserait complètement, et il ne resterait plus rien d'elle. Ses rêves, ses souvenirs, ses pensées sur ses propres erreurs. Tout cela l'empêchait de respirer à plein poumon et la faisait se réveiller en sursaut au milieu de la nuit, trempée de sueur froide. Catherine était assise à la table dans la cuisine vide. Il ne restait plus que cette table. Autrefois, il y avait ici un réfrigérateur, vieux mais qui fonctionnait encore. Le congélateur avait fini par devenir fou avec le temps. Il gelait tellement fort que les aliments se couvraient d'une épaisse couche de glace. Et puis il y avait ce petit placard où l'on rangeait les pâtes, le pain et le sucre. Catherine avait la 3e étagère en partant du bas. Une fois, la voisine Madeleine avait pris l'habitude de lui voler son sucre. Catherine l'avait prise sur le fait et avait fait un tel scandale que la moitié de l'immeuble HLM était venue voir ce qui se passait. C'était drôle d'y repenser maintenant. Pour du sucre, elle avait failli se battre avec une femme âgée. Cela lui semblait si important à l'époque. Aujourd'hui, elle lui donnerait tout son sucre et même le sel avec. Madeleine vivait pauvrement, son fils et son mari avaient eu des ennuis avec la justice. Quelle ironie du sort! Mais qui vivait dans l'opulence à cette époque? Il n'y avait pas de gros salaires, pas de centres commerciaux aux vitrines alléchantes, mais on avait ce qu'il fallait. Elle se demandait si c'était simplement qu'il n'avait pas le besoin d'aspirer à plus, ou s'il n'en avait pas la possibilité. Catherine regarda par la fenêtre. Toujours le même marronnier. Sauf que lorsqu'elle était arrivée à Lyon, ce petit marronnier n'atteignait même pas le 2e étage avec sa cime, et maintenant regardez comme il avait grandi, dépassant le toit. Ce serait intéressant de voir ses cernes annuelles, de les parcourir du doigt. Il devait être à peu près du même âge qu'elle. Et elle avait eu 76 ans cette année. Elle aurait pu voir ces années non pas comme un chiffre, mais comme quelque chose de vivant. On dit que l'épaisseur du cerne dépend des conditions de l'année en question. S'il y avait eu une sécheresse et que l'arbre avait manqué de nutriments, le cerne serait maigre, fin et à peine visible. Mais si l'arbre avait été heureux, le cerne serait épais, plein de vie. Combien d'années heureuses avait-elle eu? Qui pourrait le dire? Chez les humains, ce n'est pas pareil. Chez les humains, le bon et le mauvais sont mélangés, si intimement mêlés qu'on ne peut pas les séparer. Le bonheur et le malheur marchent toujours main dans la main. Catherine regarda à nouveau le marronnier et lui sourit. Le vent souffla et les branches s'inclinèrent, presque jusqu'à la fenêtre, comme si l'arbre avait senti Catherine et la saluait, comme s'il lui rendait son sourire. Cette cuisine commune de l'immeuble HLM, que de choses s'y étaient passées. C'était effrayant d'y repenser. Des cris et des chansons, des disputes et des réconciliations. Est-ce que ces murs, autrefois peints en bleu, et maintenant écaillés, se souvenaient de tout cela? Ils en auraient peint ces murs tous ensemble? Catherine, son mari Étienne, et Lydie qui les avait aidés à l'époque. Elle devait avoir 14 ans, oui c'est ça. C'était justement l'année où elle avait passé son brevet des collèges, ce que Lydie ne voulait absolument pas. C'était une fille rebelle. Elle ne voulait pas faire comme tout le monde. Tout le monde passerait le brevet, et elle non. Catherine avait eu du mal à convaincre sa fille de finalement s'intégrer au groupe. Elle avait peur. Que penserait-on de Lydie et de sa famille? Le père était un ouvrier modèle à l'usine textile. Et la fille, quoi? Elle ignorait l'école. Et peut-être que les parents ne l'élevaient non pas correctement, n'expliquaient pas comment une jeune fille française devait se comporter. Autrefois, Catherine s'était tellement inquiétée à cause de ce maudit diplôme de sa fille. Elle n'en dormait pas la nuit, elle pleurait même. Et maintenant, tout cela semblait si petit et si ridicule. Et voilà la grande entaille dans le mur. C'est là que Michel, son fils, faisait du vélo et était tombé. Le guidon avait heurté le mur et la peinture s'était écaillée. Étienne avait toujours promis qu'il reboucherait cette maudite entaille. Mais ses mains n'y étaient jamais arrivées. Catherine se leva péniblement, s'approcha du mur, s'accroupit. Cela lui coûta beaucoup d'efforts, ses genoux n'étaient au plus ce qu'ils étaient depuis longtemps. Maintenant, il fallait se relever. Elle toucha l'entaille de sa main, ferma les yeux et imagina son petit Michel. Le voilà, petit, pédalant sur son vélo dans le couloir de l'immeuble, riant, criant. « Maman, regarde, je roule vite. Je suis comme le vent. » Elle sourit et le regarde, si drôle, avec ses oreilles décollées, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à sa mère. Catherine se releva avec difficulté et retourna à la table. Quelle idée d'avoir vécu jusqu'à un tel âge, avec l'esprit clair et la mémoire intacte. Il aurait mieux valu n'avoir ni l'un ni l'autre. L'esprit clair aide à voir les choses telles qu'elles sont, et cela n'apporte pas toujours de la joie.
Et la mémoire, parfois, on voudrait l'effacer complètement. Mais alors tout s'effacerait. Le bon et le mauvais, les cernes annuelles fins et les épais, les souvenirs de Michel pédalant dans le couloir, et de Lydie fière de son diplôme de médecine avec mention de l'université Claude Bernard, et du jour où Hélène est née, sa première petite fille, et d'Étienne. Il y avait eu du bonheur dans leur vie aussi. Rarement, mais il y en avait eu. Et puis elle oublierait Romain, l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie et auquel elle pensait encore. Était-il encore vivant? Était-il heureux? Probablement qu'il n'était plus de ce monde, et elle l'aimait toujours, bien qu'il lui ait fait beaucoup de mal. C'était étrange. Il l'avait aimée? Ça, elle le savait avec certitude. Et le mal qui était lié à lui venait aussi de l'amour. On dit que Dieu est amour. L'amour peut être de différentes sortes. Malade, vengeur, brûlant, comme une braise serrée dans la paume. Est-ce que Dieu peut être douleur? Non, bien sûr que non. L'amour, c'est autre chose, quelque chose de sauvage, d'incontrôlable par la raison, de fou, de vivant. Et Romain n'était pas du tout un mauvais homme. Autrefois, Catherine était en colère contre lui. Oui, mais maintenant, elle avait cessé de l'être. Il ne voulait pas lui faire de mal. Il ne voulait pas, mais il en avait fait. Aujourd'hui, elle se sentirait plus légère. Et ensuite, advienne que pourra. Maman. Catherine vit sa fille. Lydie ne pouvait que arriver la première. Elle avait toujours voulu être la meilleure, même en matière de ponctualité. Ma fille, bonjour. Catherine réalisa soudain que sa fille aussi avait vieilli. Elle ne s'était pas vue depuis longtemps, 5 ans entiers, et Lydie lui avait toujours semblé être encore une toute jeune fille, mais maintenant elle avait déjà 53 ans. Oui, sa fille avait 53 ans, qui l'aurait cru? Catherine la voyait toujours telle qu'elle avait été, une fillette fragile, délicate, aux grands yeux, avec de longues tresses châtain clair. Les tresses avaient disparu depuis longtemps. Lydie préférait les coupes courtes. De la fragilité, il ne restait plus rien. Sa silhouette s'était épaissie, même si elle était restée assez mince. Et pourtant, elle avait été fine comme une ballerine. La délicatesse. Il n'y avait plus de délicatesse en Lydie depuis longtemps. Elle s'était évaporée quelque part. Il ne restait que ses yeux. Ses yeux étaient les mêmes, marrons et tristes. Cette tristesse, seule, Catherine la voyait. Ou peut-être était-ce son imagination. Elle connaissait le secret de sa fille. Elle se souvenait comment celle-ci avait pleuré autrefois, serrant les genoux de sa mère. Lydie s'assit en face d'elle et sourit. « Tu as bonne mine », dit-elle. Elle n'avait même pas serré sa mère dans ses bras. Le cœur de Catherine se pinça légèrement. Était-ce l'angine de poitrine ou la peine? À son âge, on ne fait plus la différence. « Merci, ma Lydie. Et Hélène, où est-elle » Lydie fit une grimace. Hélène a dit que son train avait du retard. Elle doit être en route. Et encore cette douleur au cœur. Les relations entre Lydie et sa fille étaient difficiles. Elle ne pouvait pas pardonner à Hélène d'avoir choisi d'être libre. Et c'était probablement de sa faute à elle, Catherine. Voilà comment cela se passe. Un petit nœud, puis un autre, et bientôt tout le fil est emmêlé, devenu inutilisable pour la broderie. Et si on essaye de broder un motif avec, il sera laid. Et c'était elle-même qui avait fait ses nœuds de ses propres mains. Elle pensait faire le bien. « Lydie, comment vas-tu » Sa fille haussa les épaules. « Ça va, je travaille. Il y a beaucoup de travail. Tu sais, la vieille garde des médecins s'en va. Et les jeunes ne veulent rien faire, finir leur service n'importe comment et rentrer chez eux le plus vite possible. Et Hélène est pareille. Je lui dis, « Hélène, tu as déjà 25 ans, il faut penser à l'avenir. » Elle a abandonné une fac, puis une autre, elle travaille comme photographe. « C'est quoi ce métier, dis-moi » Maman, elle se croit encore une petite fille alors qu'elle entame sa 4e décennie. Pourtant, elle gagne plutôt bien sa vie, dit Catherine avec un sourire prudent. Elle organise des expositions. Elle est publiée dans des magazines. J'ai acheté un magazine avec ses photos. C'est magnifique. Et sa 4e décennie ne commencera que dans 5 ans. Elle n'a que 25 ans. Catherine sentit qu'elle parlait peut-être un peu trop sèchement. Elle ne voulait pas défendre quelqu'un au détriment de l'autre, mais Hélène était sa préférée parmi tous ses petits-enfants, plus précieuse que ses propres enfants peut-être. Et c'était honteux de l'admettre. Lydie s'était raidie. Son regard s'était durci. Elle était si susceptible quand il s'agissait de sa fille, mais c'était elle-même qui abordait toujours le sujet, comme si elle voulait que sa mère confirme qu'Hélène avait tort. Mais Catherine ne pouvait pas le faire. Elle aimait trop sa petite fille. Et peut-être qu'elle se sentait coupable envers elle aussi, comme envers tout le monde dans cette famille. On sonna à la porte. Catherine se leva lentement, ses articulations protestaient à chaque mouvement. C'était sûrement Michel avec sa famille. Son fils était toujours ponctuel, presque autant que Lydie, mais il venait de plus loin, de Villeurbanne, où il vivait avec sa femme Danielle et leur fils Yves. Catherine ouvrit la porte et vit son fils, grand, un peu voûté, avec des lunettes qui lui donnaient un air de professeur distrait, ce qu'il était d'ailleurs. Professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin. Derrière lui se tenait Danielle, aussi passionné d'histoire que son mari, et le jeune Yves, 17 ans,
le nez dans un livre même dans le couloir. « Maman !» dit Michel en la serrant dans ses bras. Catherine ferma les yeux et respira l'odeur de son fils, cette odeur de vieux livres et de café qui l'accompagnait depuis ses années d'études. Au moins lui, il la serrait dans ses bras. Ils entrèrent tous dans l'appartement, et soudain l'espace qui semblait si vide se remplit de voix, de mouvements, de vie. Daniel alla directement à la cuisine préparer du thé, Yves s'installa dans un coin avec son livre, et Michel s'assit près de sa mère, lui tenant la main comme quand il était petit. Il ne manque plus qu'Hélène, dit Lydie d'un ton qui laissait entendre que le retard de sa fille était une preuve supplémentaire de son irresponsabilité. Elle est photographe, elle voyage tout le temps, elle n'a jamais le temps pour sa famille. Catherine ne répondit pas. Elle savait qu'Hélène viendrait. Sa petite fille ne manquerait jamais une réunion de famille, même si elle devait traverser toute la France pour y être. Et Catherine avait besoin qu'elle soit là. Elle avait besoin que tous soient là pour entendre ce qu'elle avait à dire, ce secret qu'elle portait depuis plus de 60 ans, ce fardeau qui l'écrasait un peu plus chaque jour. Elle regarda par la fenêtre le vieux marronnier qui se balançait doucement dans le vent d'automne. Bientôt, elle leur raconterait tout. Bientôt, il saurait qui elle était vraiment. Et peut-être qu'ils pourraient lui pardonner. Le téléphone de Lydie sonna, brisant le silence qui s'était installé dans la pièce. Elle regarda l'écran et soupira. « C'est Hélène. Elle est en bas. Elle ne trouve pas où se garer. » Lydie se leva et alla à la fenêtre, écartant le rideau jauni par le temps. Catherine observa sa fille, sa silhouette rigide, ses épaules tendues, tant de non-dits entre elles, tant de reproches muets. Et tout cela, c'était de sa faute à elle, Catherine. Elle avait semé les graines de cette discorde il y a bien longtemps, sans savoir quelle plante amère allait en pousser. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit, et Hélène entra comme un rayon de soleil dans une pièce sombre. Elle avait 25 ans, des cheveux châtains coupés courts, des yeux verts pétillants de vie, et ce sourire qui illuminait tout son visage. Elle portait un jean usé, une veste en cuir marron et un appareil photo pendait à son cou, comme toujours. Catherine sentit son cœur se gonfler de joie en la voyant. Sa petite fille préférée, son rayon de lumière. « Mamie !» s'exclama Hélène en se précipitant vers elle. Elle la serra dans ses bras si fort que Catherine en eut presque le souffle coupé, mais elle s'en moquait. Cette étreinte valait toutes les douleurs du monde. « Ma petite Hélène !» murmura-t-elle dans ses cheveux qui sentaient le shampoing à la lavande et le vent du voyage. « Tu m'as tellement manqué !» Hélène s'écarta légèrement et la regarda dans les yeux. « Toi aussi, mamie, toi aussi tu m'as manqué. Pardon pour le retard, le train de Marseille a eu des problèmes de signalisation. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Tu aurais pu partir plus tôt, lança Lydie depuis la fenêtre. Comme ça, même avec du retard, tu serais arrivée à l'heure. Hélène se redressa, et Catherine vit ses épaules se crisper imperceptiblement. Bonjour à toi aussi, maman, je suis contente de te voir. Le ton était poli mais distant, comme celui qu'on emploie avec une connaissance qu'on croise dans la rue. Lydie ne répondit pas, se contentant de hocher la tête. Le fossé entre la mère et la fille était si profond qu'on aurait pu y tomber et ne jamais en ressortir. Michel se leva et vint embrasser sa nièce. « Hélène, tu es superbe. Comment s'est passé ton voyage à Marseille ?» Hélène sourit, visiblement soulagée de ce changement de sujet. « Magnifique, oncle Michel. J'ai photographié les calanques au lever du soleil. La lumière était incroyable, rose et dorée sur les rochers blancs. J'ai des photos à vous montrer plus tard, si vous voulez. » Catherine vit les yeux de sa petite fille s'illuminer quand elle parlait de son travail. Cette passion, cette flamme intérieure, c'était ce qui la rendait si vivante, si différente de sa mère qui avait éteint la sienne il y a bien longtemps. Daniel apporta le thé sur un plateau, avec des tasses dépareillées que Catherine avait accumulées au fil des années. Chaque tasse avait son histoire. La bleue avec les petites fleurs, c'était un cadeau d'Étienne pour leur 10e anniversaire de mariage. La blanche ébréchée, Lydie l'avait ramenée d'un voyage scolaire à Paris, quand elle avait 12 ans. La rouge avec le coq, c'était Michel qui l'avait achetée dans une brocante en Provence. Et celle avec les tournesols, c'était Hélène qui la lui avait offerte pour ses 70 ans, parce qu'elle savait que sa grand-mère aimait ces fleurs qui lui rappelaient son enfance. Ils s'installèrent tous dans le petit salon, serrés les uns contre les autres sur le canapé défraîchi et les chaises que Catherine avait tirées de la cuisine. Yves avait finalement posé son livre et regardait sa grand-mère avec curiosité. Il ne parlait pas beaucoup, ce garçon, mais il observait tout. Il avait hérité de la passion de ses parents pour l'histoire, mais aussi d'une sensibilité que peu de gens remarquaient derrière ses lunettes rondes et son air distrait. « Alors, maman, » dit Michel en prenant une gorgée de thé, « tu voulais nous voir tous ensemble. C'est rare que tu nous convoques comme ça. Tout va bien. » Catherine sentit son cœur battre plus vite. C'était le moment ? Non, pas encore. Elle n'était pas prête. Elle avait besoin d'encore un peu de temps, de les regarder tous réunis,
sa famille, le fruit de sa vie, avant de tout détruire. Parce que ce qu'elle allait leur dire risquait de tout changer. « Tout va bien, mon fils, mentit-elle. Je me fais vieille, c'est tout. J'avais envie de vous voir tous ensemble, on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Ne dis pas des choses pareilles, mamie, protesta Hélène en lui prenant la main. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans, j'en suis sûre. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Catherine sourit tristement. Forte, oui, c'était un mot qu'on employait souvent pour la décrire, mais il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que cette force était construite sur un mensonge, sur une identité volée, sur une vie qui n'était pas la sienne. Elle les regarda tour à tour. Lydie, sa fille aînée, si rigide, si malheureuse dans son mariage avec Paul, qu'elle refusait d'admettre. Lydie qui était devenue cardiologue, qui sauvait des cœurs tous les jours, mais qui n'avait jamais réussi à réparer le sien. Michel, son fils, plus doux, plus rêveur, qui s'était réfugié dans l'histoire du passé pour ne pas avoir à affronter les problèmes du présent. Daniel, sa belle-fille, une femme bonne et patiente qui avait su aimer Michel avec tous ses défauts. Yves, son petit-fils timide, qui préférait la compagnie des livres à celle des êtres humains, mais qui avait un cœur d'or sous sa carapace. Et Hélène, sa lumière, sa joie, qui voyageait à travers le monde avec son appareil photo, cherchant la beauté partout où elle allait, refusant de se laisser enfermer dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. C'était pour eux qu'elle devait parler, pour qu'ils comprennent enfin pourquoi leur famille était comme elle était, pour qu'ils puissent peut-être un jour se libérer des chaînes qu'elle avait forgées sans le vouloir. « Maman, tu es sûre que tout va bien ?» insista Lydie. « Tu as l'air ailleurs. » Catherine cligna des yeux et revint au présent. « Je réfléchissais, c'est tout. Je pensais à ton père. Il aurait été content de vous voir tous réunis comme ça. » Le visage de Lydie s'adoucit légèrement à la mention d'Étienne. Il lui manquait, à elle aussi, même si elle ne le montrait jamais. « Papa nous manque à tous, » dit Michel. « Ça fait déjà 16 ans, mais parfois j'ai l'impression que c'était hier. Étienne était mort en 1990 d'une crise cardiaque foudroyante. Il avait 62 ans. Ils avaient été mariés pendant 40 ans, et pendant 40 ans, Catherine lui avait menti. Pas surtout, non. Elle l'avait aimé sincèrement, à sa manière. Pas comme elle avait aimé Romain, pas avec cette passion dévorante qui vous consume de l'intérieur, mais avec une tendresse douce et constante, comme un feu de cheminée qui réchauffe sans brûler. Étienne avait été un bon mari, un bon père. Il méritait mieux que ce qu'elle lui avait donné. Mais elle ne pouvait pas lui donner plus. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. « Mamie, raconte-nous une histoire » demanda soudain Hélène. « Comme quand j'étais petite. Tu racontais toujours les meilleures histoires. » Catherine sentit sa gorge se serrer. Oh, si Hélène savait quelle histoire elle s'apprêtait à leur raconter. « Pas ce soir, ma chérie. Ce soir, je préfère vous écouter. Parlez-moi de vos vies. Qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui vous inquiète ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Personne ne semblait vouloir répondre à cette question si simple et pourtant si difficile. Finalement, ce fut Yves qui parla le premier. Sa voix était douce, presque timide. « Je suis content parce que j'ai été accepté à la fac d'histoire à Lyon. Je vais pouvoir étudier le Moyen-Âge comme papa. » Catherine sourit à son petit-fils. « C'est merveilleux, mon garçon. Ton grand-père aurait été si fier de toi. Il aimait tellement l'histoire. » Michel hocha la tête, visiblement ému. « On en a parlé pendant des heures, papa et moi. Il me manque pour ces conversations-là. Et toi, Hélène ?» demanda Catherine en se tournant vers sa petite fille. « Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Hélène réfléchit un moment. « Mon travail me rend heureuse, mamie. Quand je suis derrière mon objectif, quand je capture un moment de beauté, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. Et puis, il y a autre chose, ajouta-t-elle avec un sourire mystérieux, mais je vous en parlerai plus tard. » Catherine nota le regard que Lydie lança à sa fille, mélange de curiosité et de méfiance. Elle se demanda ce qu'Hélène leur cachait, un amoureux peut-être. Elle espérait que sa petite fille avait trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui l'aimerait comme elle le méritait. « Et toi, Lydie ?» demanda Catherine à sa fille aînée. « Comment vas-tu vraiment ?» Lydie haussa les épaules, ce geste qu'elle faisait depuis l'adolescence quand elle ne voulait pas répondre. « Je vais bien, maman. Le travail est prenant, mais j'aime ce que je fais. Sauver des vies, ça donne un sens à tout le reste. » Catherine remarqua qu'elle n'avait pas mentionné Paul, son mari. Pas un mot sur lui. C'était révélateur. « Et Paul, comment va-t-il » demanda-t-elle, sachant qu'elle touchait un point sensible. Le visage de Lydie se ferma comme une porte qu'on claque. « Paul va bien. Il travaille beaucoup lui aussi. Tu sais comment c'est, deux médecins dans un couple, on ne se voit presque jamais. » Catherine hocha la tête, mais elle n'était pas dupe. Elle connaissait sa fille, elle savait que ce mariage était un désert affectif depuis des années. Lydie s'y accrochait par fierté, par peur de l'échec. Peut-être aussi parce qu'elle ne connaissait pas d'autres façons de vivre. Catherine aurait voulu lui dire que ce n'était pas trop tard, qu'à 53 ans, on pouvait encore changer de vie, qu'on pouvait encore trouver le bonheur. Mais comment pouvait-elle donner des conseils alors que sa propre vie était bâtie sur un mensonge ?
La soirée avança doucement. Daniel avait apporté un gâteau aux pommes qu'elle avait préparé la veille, et ils le mangèrent ensemble, parlant de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Catherine les observait, gravant chaque détail dans sa mémoire. La façon dont Michel penchait la tête quand il écoutait. Exactement comme son père. Le rire d'Hélène, cristallin et contagieux. Les mains de Lydie, toujours en mouvement, incapables de rester immobiles. Le regard de Yves, profond et pensif, qui semblait voir au-delà des apparences. « Demain, se dit Catherine, demain je leur dirai tout. Ce soir, laissez-moi juste profiter de ce moment, de cette illusion de famille normale et heureuse. Demain, tout changera. Demain, ils sauront que la femme qu'ils appellent mère et grand-mère n'est pas celle qu'ils croient. Demain, ils découvriront que Catherine n'existe plus depuis 1945, qu'elle est morte dans un train en direction de Lyon, emportée par la tuberculose et les privations de la guerre. Et que celle qui a pris sa place, celle qui a volé son nom, ses papiers, son identité, c'est une autre femme. Une femme qui s'appelait autrefois Anastasie. Mais ce soir, juste ce soir, elle voulait être leur mère, leur grand-mère. Juste une vieille femme entourée de sa famille, buvant du thé dans des tasses dépareillées, mangeant du gâteau aux pommes, écoutant les histoires de ceux qu'elle aimait. Demain viendrait bien assez tôt avec son cortège de révélations et de larmes. Ce soir, elle s'accrocherait à ses derniers moments d'innocence, comme un naufragé s'accroche à une planche de bois dans une mer déchaînée. Par la fenêtre, le vieux marronnier se balançait toujours dans le vent d'automne, gardien silencieux de tous les secrets qu'il avait vus naître et mourir entre ses murs. Cette nuit-là, Catherine ne dormit pas. Allongée dans son lit étroit, elle écoutait les bruits de l'appartement endormi. Hélène avait insisté pour rester dormir chez elle, et elle s'était installée sur le canapé du salon avec une couverture que Catherine gardait depuis des décennies. Lydie était partie à son hôtel, prétextant qu'elle avait besoin de calme pour se reposer. Mais Catherine savait que sa fille ne supportait tout simplement pas de dormir dans cet appartement qui lui rappelait trop de souvenirs. Michel et sa famille étaient rentrés à Villeurbanne, promettant de revenir le lendemain matin. Dans l'obscurité de sa chambre, Catherine laissa ses pensées dériver vers le passé. Ce passé qu'elle avait si soigneusement enfoui pendant plus de 60 ans, comme on enterre un trésor maudit dont on ne veut plus jamais voir la lumière. Mais les trésors maudits ont une façon de remonter à la surface, surtout quand on sent la fin approcher. Et Catherine sentait la fin. Pas immédiatement, non. Le médecin lui avait dit que son cœur était fatigué, mais qu'il tiendrait encore quelques années si elle faisait attention. Mais quelques années, qu'est-ce que c'était à côté des 60 qu'elle avait déjà vécu sous un faux nom? Elle ferma les yeux et se retrouva soudain dans un autre temps, un autre lieu, l'Auvergne de son enfance, ce pays de volcans endormis et de prairies verdoyantes, de villages de pierres grises et de ciels immenses. Elle était née là-bas, dans un petit hameau, près de Clermont-Ferrand, en 1930. Son vrai nom était Anastasie Morel. Anastasie, comme la sainte qui avait survécu à toutes les tortures. Sa mère l'avait choisi exprès, ce prénom, parce qu'elle voulait que sa fille soit forte, résistante, capable de supporter tout ce que la vie lui enverrait. Si seulement elle avait su à quel point ce prénom serait prophétique. La maison de son enfance était petite, sombre, avec des murs de pierre qui suintaient l'humidité en hiver et un toit de lauze qui laissait passer la pluie quand le vent soufflait trop fort. Ils étaient pauvres, comme presque tous les paysans de la région à cette époque. Son père, Auguste, travaillait dans les champs d'un propriétaire terrien du village voisin. Il partait avant l'aube et rentrait après le coucher du soleil, le dos courbé, les mains calleuses, l'âme aussi sèche que la terre qu'il labourait. Le soir, il buvait. Pas beaucoup au début, juste un verre ou deux de vin rouge pour oublier la fatigue. Mais au fil des années, les verres s'étaient multipliés, et avec eux la violence. Sa mère, Marguerite, était une femme usée avant l'âge, avec des cheveux gris tirés en un chignon sévère et des yeux qui avaient oublié comment sourire. Elle travaillait sans relâche, de l'aube au crépuscule, lavant le linge des autres, raccommodant les vêtements, faisant le ménage dans les maisons bourgeoises du village. Elle ne se plaignait jamais, ne pleurait jamais, du moins pas devant sa fille, mais Anastasie l'avait surprise une fois, à genoux devant la petite statue de la Vierge Marie dans le coin de leur unique pièce, les épaules secouées de sanglots silencieux. Ce jour-là, elle avait compris que les adultes aussi pouvaient avoir le cœur brisé. Anastasie était leur seul enfant survivant. 2 autres étaient morts avant elle, emportés par la diphtérie qui avait frappé le village l'année de sa naissance. Elle portait le poids de ses frères et sœurs qu'elle n'avait jamais connus, ces fantômes qui hantaient les regards de ses parents quand ils la regardaient grandir. Elle devait être parfaite pour 3, réussir pour 3, vivre pour 3. C'était une responsabilité écrasante pour une petite fille aux genoux écorchés et aux tresses mal faites. L'école du village était une petite bâtisse en pierre avec une seule salle de classe où tous les enfants, de 6 à 14 ans, étaient mélangés.
L'instituteur, M. Bonnefoy, était un homme sévère mais juste, qui croyait fermement que l'éducation était le seul moyen pour les enfants pauvres de s'élever dans la société. Il avait remarqué Anastasie dès les premiers jours, cette petite fille aux yeux trop grands pour son visage maigre, qui dévorait les livres comme si sa vie en dépendait. Elle apprenait vite, retenait tout, posait des questions qui étonnaient même lui. Il lui prêtait des livres de sa bibliothèque personnelle, des romans de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas, des poèmes de Verlaine et de Rimbaud. Anastasie les lisait la nuit, à la lueur d'une bougie qu'elle volait dans la réserve de l'église, cachée sous ses couvertures pour que ses parents ne la voient pas. C'est à l'école qu'elle avait rencontré Catherine pour la première fois. Catherine Beaumont. Rien que son nom évoquait un autre monde, un monde de beauté et d'élégance. Son père était notaire dans le village voisin, le seul notaire à des kilomètres à la ronde, ce qui faisait de la famille Beaumont l'une des plus respectées de la région. Ils habitaient une grande maison en pierre de taille avec des volets bleus et un jardin plein de roses. Catherine venait à l'école dans une calèche tirée par un cheval alezan, avec des robes propres et des rubans dans les cheveux. Elle avait des cahiers neufs, des crayons de couleur, une ardoise sans fissure, tout ce qu'Anastasie n'avait pas. Au début, Anastasie l'avait détestée, cette fille qui avait tout, qui souriait tout le temps, qui ne connaissait pas la faim, ni le froid, ni la peur des coups. Mais Catherine n'était pas comme les autres enfants riches qui méprisaient les pauvres. Elle était gentille, naturellement, simplement, sans arrière-pensée. Un jour, elle avait vu Anastasie manger son déjeuner, un morceau de pain sec et un bout de fromage dur, et elle était venue s'asseoir à côté d'elle sans rien dire. Elle avait ouvert son panier et en avait sorti un sandwich au jambon, une pomme rouge et brillante et un petit gâteau au chocolat. Elle avait tout partagé avec Anastasie, moitié-moitié, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Pourquoi tu fais ça ?» avait demandé Anastasie, méfiante. « Parce que tu as faim et que j'ai trop à manger », avait répondu Catherine avec un haussement d'épaules, « et puis je n'aime pas manger toute seule. » C'était aussi simple que cela. À partir de ce jour, elles étaient devenues inséparables. Anastasie et Catherine, Catherine et Anastasie. On les voyait toujours ensemble, à l'école, dans les champs, au bord de la rivière, où elles allaient tremper leurs pieds les jours de grande chaleur. Elles étaient si différentes et pourtant si complémentaires. Catherine était la lumière, Anastasie était l'ombre. Catherine riait, Anastasie réfléchissait. Catherine rêvait de voyages et d'aventures, Anastasie rêvait de livres et de savoir. Ensemble, elles formaient un tout. Les parents de Catherine voyaient cette amitié d'un mauvais œil au début. Leur fille, l'héritière des Beaumont, traînait avec la fille d'un ouvrier agricole alcoolique. Mais Catherine avait tenu bon, avec cette obstination douce qui la caractérisait. Et finalement, ses parents avaient cédé. Peut-être parce qu'ils avaient compris que cette amitié rendait leur fille heureuse, peut-être parce qu'ils avaient vu en Anastasie quelque chose de spécial, une intelligence vive, une détermination farouche, un potentiel que sa naissance ne lui permettrait jamais de réaliser. Les étés de son enfance, Anastasie les avait passés dans la grande maison des Beaumont. Elle aidait à la cuisine, au jardin, au ménage, mais en échange, elle était traitée presque comme une fille de la famille. Elle mangeait à leur table, dormait dans la chambre d'amis, avait accès à leur bibliothèque qui comptait des centaines de livres. La mère de Catherine lui apprenait les bonnes manières, comment tenir une fourchette, comment faire la révérence, comment parler aux gens de la bonne société. « Ce sont des choses qui te serviront un jour », lui disait-elle. « On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. » Si seulement elle avait su à quel point ces mots seraient prophétiques. Catherine avait un frère aîné, François, qui étudiait le droit à Paris et ne revenait que pour les vacances d'été. Et elle avait un fiancé, ou du moins un prétendant que ses parents lui avaient choisi, le fils d'un autre notaire de la région. Il s'appelait Romain Deschamps. Anastasie se souvenait parfaitement de la première fois qu'elle l'avait vu. C'était lors d'un déjeuner dominical chez les Beaumont. Elle avait 17 ans, l'été de 1947. Non, c'était avant, bien avant la guerre. Elle mélangeait tout maintenant. C'était l'été de 1939, juste avant que le monde ne bascule dans l'horreur. Romain était grand, avec des cheveux noirs brillants et des yeux d'un bleu si profond qu'on aurait dit la mer Méditerranée. Il avait 20 ans et il était déjà sûr de lui, de sa place dans le monde, de son avenir tout tracé. Il regardait Catherine avec une admiration non dissimulée, lui faisait la cour avec une galanterie d'un autre temps. Mais ce jour-là, quand Anastasie était entrée dans la pièce pour aider à servir le repas, il s'était arrêté au milieu d'une phrase. Leurs regards s'étaient croisés et quelque chose s'était passé, quelque chose d'électrique, de dangereux, d'interdit. Anastasie avait baissé les yeux immédiatement, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle avait servi le repas avec des mains tremblantes, renversant presque la soupière, et pendant tout le déjeuner, elle avait senti le regard de Romain sur elle, brûlant comme un fer rouge. Elle n'avait pas osé lever les yeux, pas une seule fois, mais elle savait,
Elle savait qu'il la regardait, et elle savait que c'était mal, terriblement mal, de ressentir ce qu'elle ressentait pour le fiancé de sa meilleure amie. Ce soir-là, dans son lit étroit chez elle, elle s'était jurée d'oublier ce regard. Romain appartenait à Catherine. Catherine qui l'avait sauvée de la solitude, qui avait partagé son pain avec elle, qui l'avait traitée comme une sœur. Elle ne la trahirait jamais. Jamais. Mais le destin avait d'autres plans. La guerre avait tout changé. Septembre 1939, la France avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Au début, dans leur petit village d'Auvergne, la guerre semblait lointaine, presque irréelle. La vie continuait, les saisons se succédaient, les paysans travaillaient leurs champs. Mais en juin 1940, tout avait basculé. L'armée française s'était effondrée, les Allemands avaient envahi le pays, le maréchal Pétain avait signé l'armistice. La France était coupée en deux et l'Auvergne se retrouvait en zone libre sous le régime de Vichy. Les Beaumont avaient changé. Le père de Catherine, autrefois si jovial, était devenu sombre et silencieux. Il partait souvent le soir, sans dire où il allait, et rentrait aux premières lueurs de l'aube. François, le frère de Catherine, avait disparu du jour au lendemain. On disait qu'il avait rejoint de Gaulle à Londres, mais personne n'en parlait ouvertement. C'était trop dangereux. Les murs avaient des oreilles, et la milice rôdait partout, cherchant les résistants. Les juifs, les communistes, tous ceux qui refusaient de se soumettre. Catherine avait changé, elle aussi. Elle avait perdu sa légèreté, son insouciance. Ses yeux, autrefois si rieurs, étaient devenus graves, presque durs. Elle s'était engagée dans la résistance, comme son père, comme son frère. Elle transportait des messages, cachait des réfugiés, fabriquait de faux papiers. Et Anastasie l'aidait parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, parce que Catherine était son amie, sa sœur, sa seule famille véritable. Ensemble, elles avaient traversé ces années noires, se tenant la main dans l'obscurité, refusant de céder à la peur. Et puis, il y avait eu cette nuit de février 1944, cette nuit qui avait tout détruit. Cette nuit de février 1944, Anastasie s'en souvenait comme si c'était hier. Le froid mordant qui s'infiltrait sous les portes, le vent qui hurlait dans les arbres dénudés, et cette peur terrible qui lui tordait le ventre depuis des semaines. Quelque chose allait arriver. Elle le sentait dans ses os, dans sa chair, dans chaque fibre de son être. Les Allemands se rapprochaient, la milice devenait de plus en plus agressive, et les Beaumont prenèrent des risques de plus en plus grands. Cette nuit-là, Anastasie dormait chez elle, dans la petite maison de ses parents. Son père était mort l'année précédente, emporté par une cirrhose du foie, conséquence de toutes ces années à noyer son malheur dans l'alcool. Sa mère survivait tant bien que mal, plus fantôme que femme, passant ses journées à prier devant sa statue de la Vierge Marie. Anastasie travaillait maintenant à plein temps chez les Beaumont, mais ce soir-là, elle était rentrée parce que sa mère avait de la fièvre et qu'elle ne voulait pas la laisser seule. Elle fut réveillée par des coups violents à la porte. Son cœur s'arrêta de battre pendant une seconde, puis repartit à toute vitesse. Les coups à la porte au milieu de la nuit, en ces temps-là, ne signifiaient qu'une chose. Elle se leva, tremblante, et alla ouvrir. Ce n'était pas la milice, c'était Catherine. Catherine, le visage livide, les yeux fous, le souffle court. Elle portait un manteau jeté à la hâte sur sa chemise de nuit, et ses pieds étaient nus dans la neige. Ils sont venus, haleta-t-elle en s'effondrant dans les bras d'Anastasie. Les Allemands, quelqu'un nous a dénoncés. Papa, maman, ils les ont emmenés. Je me suis caché dans le cellier, derrière les tonneaux. Ils ne m'ont pas trouvé, mais ils ont tout saccagé, tout brûlé. Il n'y a plus rien, Anastasie, plus rien. Anastasie la fit entrer, la serra contre elle, sentant le corps de son amie secoué de sanglots. Elle ne savait pas quoi dire, il n'y avait pas de mots pour une telle horreur. Elle se contenta de la tenir, de la bercer comme on berce un enfant, pendant que dehors le vent continuait de hurler sa complainte glacée. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. On apprit que les parents de Catherine avaient été envoyés dans un camp en Allemagne. On apprit aussi que François, le frère, avait été capturé quelque part dans le maquis et fusillé sur place. La grande maison des Beaumont n'était plus qu'un tas de cendres fumantes, et avec elle avaient disparu tous les souvenirs, tous les livres, toutes les photos, toute une vie réduite en poussière. Catherine n'avait plus rien, plus de famille, plus de maison, plus d'avenir. Elle n'avait plus qu'Anastasie. Elles se cachèrent pendant des mois, passant d'une ferme à l'autre, dormant dans des granges, des caves, parfois à la belle étoile, quand il n'y avait pas d'autre choix. La mère d'Anastasie mourut au printemps, de chagrin disaient les gens, mais Anastasie savait que c'était surtout de faim et de froid, et de cette vie qui n'avait jamais été qu'une longue suite de souffrances. Elle l'enterra dans le petit cimetière du village, seule, parce que Catherine était trop faible pour l'accompagner et qu'il n'y avait personne d'autre, pas de prêtre,
pas de fleurs, juste une croix de bois grossièrement taillée et une prière murmurée dans le vent. L'été 1944 apporta enfin l'espoir. Les Alliés avaient débarqué en Normandie, puis en Provence. La France se soulevait, les résistants sortaient de l'ombre, les Allemands battaient en retraite. En août, Paris fut libéré, et dans leur petit village d'Auvergne, les gens dansaient dans les rues, pleurant de joie, s'embrassant comme si la guerre était finie. Mais pour Catherine et Anastasie, la guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer une nouvelle phase, plus cruelle encore. Catherine était malade, une toux sèche qui l'avait prise pendant l'hiver et qui ne l'avait jamais quittée. Au début, elles avaient de cru à un simple rhume, une bronchite peut-être, rien de grave. Mais la toux persistait, s'aggravait, et avec elle venaient les sueurs nocturnes, la fièvre, la perte de poids. Catherine, autrefois si belle, si lumineuse, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux s'étaient enfoncés dans leurs orbites, sa peau avait pris cette teinte grisâtre qui annonçait le pire. Tuberculose, avait dit le médecin d'un village voisin qu'elles avaient réussi à consulter en secret. Il n'y a pas grand-chose à faire. Du repos, de l'air frais, une bonne alimentation. Mais où trouver tout cela dans un pays ravagé par 4 ans de guerre? Les sanatoriums étaient pleins, les médicaments introuvables, la nourriture rationnée. Catherine allait mourir, lentement, inexorablement, et Anastasie ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Elles décidèrent de partir pour Lyon. Catherine avait un oncle là-bas, un frère de sa mère qu'elle n'avait pas vu depuis des années mais qui, espérait-elle, pourrait les aider. Lyon était une grande ville, il y aurait des médecins, des hôpitaux, peut-être même un sanatorium qui aurait une place pour elles. Et puis, Lyon était loin de ce village maudit où tout leur rappelait ce qu'elles avaient perdu. Un nouveau départ, voilà ce dont elles avaient besoin. Le voyage fut un calvaire. Les trains étaient bondés, surchauffés, puant la sueur et le désespoir de tous ces gens qui fuyaient ou qui rentraient chez eux ou qui cherchaient simplement un endroit où recommencer. Catherine toussait sans cesse, ce son horrible et mouillé qui faisait se retourner les autres passagers avec un mélange de pitié et de dégoût. Anastasie la tenait contre elle, essayant de la protéger des regards, des bousculades, du froid qui s'infiltrait par les vitres brisées. Elles avaient réussi à monter dans un train à Clermont-Ferrand, un train de marchandises reconverti pour transporter des civils, avec des bancs de bois dur et pas de chauffage. Le voyage jusqu'à Lyon devait durer quelques heures, mais le train s'arrêtait constamment, parfois pendant des heures entières, sans qu'on sache pourquoi. Les voies étaient endommagées, disaient certains. Les Allemands avaient fait sauter des ponts en battant retraite, disaient d'autres. Anastasie s'en moquait, elle ne pensait qu'à Catherine, à sa respiration de plus en plus laborieuse, à son front brûlant de fièvre, à ses lèvres qui prenaient une teinte bleutée inquiétante. C'est dans ce train, quelque part entre Saint-Étienne et Lyon, que Catherine mourut. C'était le matin, le soleil se levait à peine, peignant le ciel de rose et d'or. Anastasie s'était assoupie malgré elle, épuisée par les nuits de veille, et quand elle s'était réveillée, Catherine ne respirait plus. Elle était partie doucement, sans un bruit, sans un mot d'adieu. Son visage était paisible, presque souriant, comme si la mort l'avait enfin libérée de toute cette souffrance. Anastasie ne cria pas, elle ne pleura pas, elle resta là, tenant la main froide de son amie, regardant le paysage défiler par la fenêtre sale. Des champs dévastés, des villages en ruine, des gens qui marchaient sur les routes avec leurs maigres possessions sur le dos. Un monde en morceaux, comme son cœur. Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi, des minutes, des heures peut-être. Le temps avait perdu tout sens. Ce fut une vieille femme assise en face d'elle qui rompit le silence. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Votre sœur. » Anastasie la regarda sans comprendre, puis hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Ma sœur. » C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot, mais il lui sembla juste. Catherine était sa sœur, plus que sa sœur, son autre moitié, la seule personne au monde qui l'avait aimée sans condition. La vieille femme se signa et murmura une prière. « Que Dieu ait son âme. Vous avez ces papiers? Il faudra prévenir les autorités quand on arrivera à Lyon. Sans papiers, on ne peut pas l'enterrer correctement. Les papiers. » Anastasie n'y avait pas pensé. Elle fouilla dans le sac de Catherine, ce petit sac en tissu usé qui contenait tout ce qui lui restait. Et elle les trouva. La carte d'identité de Catherine Beaumont, née le 15 mars 1930 à Clermont-Ferrand. Une photo jaunie où Catherine souriait, jeune et belle et pleine de vie. Et à côté, rien, parce qu'Anastasie n'avait pas de papiers. Elle les avait perdus pendant leur fuite, ou peut-être ne les avait-elle jamais eus, elle ne savait plus. Dans le chaos de la guerre, des milliers de gens se retrouvaient sans papiers, sans identité, sans existence légale. Et c'est là, dans ce train bondé qui roulait vers Lyon, que l'idée lui vint. Une idée terrible, impensable, mais qui s'imposa à elle avec la force de l'évidence. Catherine était morte. Catherine n'avait plus besoin de son nom, de ses papiers, de son identité. Mais Anastasie, elle,
en avait besoin. Sans papier, elle n'était personne. Elle ne pourrait pas travailler, pas se loger, pas manger. Elle mourrait dans la rue comme un chien errant, et personne ne saurait même qu'elle avait existé. Elle regarda le visage paisible de son amie, et elle lui demanda pardon. « Pardon, Catherine. Pardon pour ce que je vais faire. Mais je n'ai pas le choix. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours tout compris. » Elle prit la carte d'identité et la glissa dans sa poche. Quand le train arriva enfin à Lyon, elle descendit en laissant le corps de Catherine aux autorités. Elle dit qu'elle ne la connaissait pas, qu'elle l'avait trouvée morte en montant dans le train. Un mensonge, le premier d'une longue série. Et c'est ainsi qu'Anastasie Morel mourut ce jour de février 1945 dans un train entre Saint-Étienne et Lyon. Et que Catherine Beaumont, fille de notaire, résistante, orpheline de guerre, commença une nouvelle vie dans une ville qu'elle ne connaissait pas, avec un nom qui n'était pas le sien. Catherine. Elle s'appelait Catherine maintenant. Elle devait se le répéter sans cesse pour ne pas oublier. Catherine Beaumont. Elle avait 25 ans. Enfin non, elle avait 15 ans. Non, elle avait l'âge de Catherine. Le même que le sien d'ailleurs, puisqu'elles étaient nées la même année. Elle était orpheline. Ses parents étaient en mort pendant la guerre. Elle n'avait plus personne. Tout cela était vrai. D'une certaine façon. Elle avait juste échangé les noms, les histoires, les vies. Lyon l'accueillit avec son brouillard d'hiver et ses rues grises. Elle ne chercha jamais l'oncle de Catherine, de peur qu'il la reconnaisse, qu'il voie la supercherie. Elle trouva une chambre dans un foyer pour jeunes femmes, puis un travail dans une usine textile de la Croix-Rousse, ce quartier des Canutes où l'on tissait la soie depuis des siècles. Elle travaillait dur, ne parlait à personne, gardait la tête baissée. Elle apprenait à être Catherine, à répondre à ce nom, à raconter son histoire sans hésiter. Et peu à peu, Anastasie s'effaça, devint un fantôme, un souvenir lointain qu'elle enfouissait au plus profond d'elle-même. Mais la nuit, dans ses rêves, Anastasie revenait. Elle revenait avec le visage de Catherine, ce visage souriant et lumineux qu'elle avait vu pour la dernière fois dans ce train maudit. Et elle lui demandait, encore et encore, « Pourquoi? Pourquoi tu m'as volé ma vie, Anastasie ? Pourquoi tu m'as laissé mourir seule dans ce train? Pourquoi tu n'as pas su me sauver ?» Et Catherine, celle qui s'appelait maintenant Catherine, se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de répondre à ces questions qui n'avaient pas de réponse. 60 ans plus tard, dans son appartement de Lyon, la vieille femme ouvrit les yeux. L'aube se levait, grise et froide comme ce matin de février où tout avait basculé. Elle entendit du bruit dans le salon. Hélène qui se réveillait, Hélène qui ne savait pas, qui ne pouvait pas savoir que sa grand-mère adorée n'était qu'une voleuse. Une voleuse d'identité, une voleuse de vie, une voleuse de tout ce qui aurait dû appartenir à une autre. Aujourd'hui, elle leur dirait la vérité. Aujourd'hui, Catherine Beaumont mourrait enfin, et Anastasie Morel pourrait peut-être, après 60 ans, reposer en paix. L'odeur du café la tira de ses pensées. Hélène était déjà debout, s'affairant dans la petite cuisine comme si elle était chez elle. Catherine se leva péniblement, ses articulations craquant à chaque mouvement, et enfila sa robe de chambre élimée. Dans le miroir de l'entrée, elle croisa son reflet et détourna vite le regard. Cette vieille femme aux cheveux blancs et au visage creusé de rides, était-ce vraiment elle? Parfois, elle avait l'impression d'être encore cette jeune fille de 25 ans qui débarquait à Lyon avec un nom volé et un cœur plein de culpabilité. « Mamie, tu es réveillée » s'exclama Hélène en l'apercevant. « J'ai fait du café et des tartines. Assieds-toi, je t'apporte tout. » Catherine obéit, touchée par cette attention. Hélène avait toujours été comme ça, généreuse, attentionnée, lumineuse. Exactement comme l'autre Catherine, celle qui était morte dans ce train il y a si longtemps. Parfois, quand elle regardait sa petite fille, elle avait l'impression de voir son amie ressusciter, et cette pensée lui serrait le cœur. Elles déjeunèrent en silence, un silence confortable comme seuls peuvent en partager ceux qui s'aiment vraiment. Par la fenêtre, le vieux marronnier se balançait doucement dans le vent du matin. Catherine se souvint de son arrivée à Lyon en ce mois de février 1945. La ville était grise, froide, encore meurtrie par les années d'occupation. Les immeubles portaient les traces des combats de la Libération, des impacts de balles sur les façades, des vitres brisées remplacées par du carton, des affiches déchirées qui appelaient à la résistance ou à la délation selon le camp qui les avait posées. Elle avait erré pendant des jours dans les rues, ne sachant pas où aller, ne connaissant personne. Elle dormait dans les halls d'immeubles, dans les parcs quand il ne faisait pas trop froid, parfois dans les églises qui laissaient leurs portes ouvertes pour les âmes perdues comme elle. Elle mangeait ce qu'elle trouvait, des restes dans les poubelles, des légumes tombés des étals du marché, parfois rien du tout pendant des jours entiers. Elle maigrissait à vue d'œil, ses vêtements pendaient sur son corps décharné, et elle se demandait si elle n'allait pas finir par mourir elle aussi, comme la vraie Catherine, comme ses parents, comme tous ceux qu'elle avait aimés. C'est une religieuse qui l'avait sauvée, sœur Marie-Thérèse, une petite femme ronde au visage rayonnant de bonté, qu'il avait trouvée évanouie sur les marches de l'église Saint-Nizier.
Elle l'avait emmené au foyer des sœurs de la charité, l'avait nourri, soigné, habillé. Elle ne lui avait posé aucune question sur son passé, sur sa famille, sur ce qui l'avait amené là. « Mon enfant, lui avait-elle dit, ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Dieu t'a mise sur mon chemin pour une raison. À nous de découvrir laquelle. » Catherine était restée au foyer pendant 3 mois, le temps de reprendre des forces, d'apprendre à vivre à nouveau. Les sœurs lui avaient trouvé un travail dans une usine textile de la Croix-Rousse, ce quartier perché sur la colline qui dominait la ville, où l'on tissait la soie depuis des siècles. Le travail était dur, les journées longues, le salaire maigre, mais Catherine s'en moquait. Elle avait un toit, un lit, de quoi manger. Et surtout, elle avait une identité. Catherine Beaumont, orpheline de guerre, ouvrière textile. Personne ne soupçonnait rien. Personne ne savait qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. L'usine s'appelait les Établissements Bonnard et Fils, du nom de la famille qui la possédait depuis 3 générations. On y fabriquait des foulards en soie, des cravates, des doublures pour les vêtements de luxe. Catherine travaillait au tissage, devant un métier jacquard qui cliquetait du matin au soir, produisant des mètres et des mètres de tissu aux motifs complexes. Elle aimait ce travail répétitif qui lui permettait de ne pas penser, de se perdre dans le rythme régulier de la machine, de devenir elle-même une machine, sans passé, sans mémoire, sans culpabilité. C'est à l'usine qu'elle avait rencontré Étienne. Étienne Moreau, un grand gaillard aux épaules larges et aux mains calleuses, qui travaillait à l'entretien des métiers à tisser. Il avait 5 ans de plus qu'elle, et il était rentré de la guerre avec une médaille et une blessure à la jambe qui le faisait boiter légèrement. Il avait été résistant lui aussi, dans le maquis du Vercors, et il avait vu des horreurs dont il ne parlait jamais. Peut-être était-ce pour cela qu'il s'était reconnu, 2 âmes blessées qui cherchaient à se reconstruire dans ce monde en ruine. Étienne l'avait remarqué dès le premier jour, il le lui avait avoué plus tard. Des années plus tard, quand ils étaient déjà mariés, et qu'ils riaient de leur début timide. Tu étais là, devant ton métier, et tu avais l'air si triste, si perdu. J'ai eu envie de te prendre dans mes bras et de te dire que tout irait bien, mais je n'ai pas osé. J'avais peur que tu me repousses. Catherine avait souri en entendant ces mots, mais au fond d'elle, elle avait eu envie de pleurer. Si seulement il avait su pourquoi elle avait l'air si triste, si perdue. Si seulement il avait su qu'elle était une voleuse, une menteuse, une usurpatrice. Leur histoire avait commencé lentement, comme commencent les histoires vraies. Un regard échangé dans la cantine de l'usine, un sourire timide dans le couloir, une main tendue pour l'aider à porter une bobine de fil trop lourde. Et puis un jour, il lui avait proposé de l'accompagner après le travail. Il faisait beau ce soir-là, un soir de printemps 1946, et Lyon brillait sous le soleil couchant. Ils avaient marché le long des quais de Saône, parlant de tout et de rien, découvrant qu'ils avaient les mêmes goûts, les mêmes rêves, les mêmes peurs. Étienne ne lui avait jamais demandé de parler de son passé. Il avait compris, avec cette intuition des gens qui ont souffert, qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, des blessures qu'on ne pouvait pas montrer. Il se contentait d'être là, présent, solide, comme un roc sur lequel elle pouvait s'appuyer. Et peu à peu, Catherine avait commencé à l'aimer. Pas comme elle aurait aimé Romain si les choses avaient été différentes. Pas avec cette passion dévorante qui vous consume de l'intérieur. Non, elle l'aimait d'un amour calme, tranquille, comme on aime un refuge après une longue tempête. Ils s'étaient mariés en septembre 1947 dans la petite église de la Croix-Rousse. Catherine portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même avec des chutes de tissu récupérées à l'usine et un voile que lui avait prêté sœur Marie-Thérèse. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, quelques collègues de l'usine, les religieuses du foyer, les voisins du petit appartement qu'Étienne louait rue des Tables Claudiennes. Mais Catherine s'en moquait. Elle avait un mari, elle allait avoir une famille, elle allait enfin pouvoir tourner la page sur ce passé qui la hantait. Les premières années de leur mariage furent heureuses, du moins autant qu'elles pouvaient l'être pour quelqu'un qui portait un tel secret. Ils vivaient dans un petit appartement de 2 pièces, au 5e étage, sans ascenseur, avec vue sur les toits de Lyon. L'hiver, il faisait si froid qu'ils devaient dormir tout habillés, et l'été, la chaleur était étouffante sous les tuiles. Mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Étienne travaillait dur, faisait des heures supplémentaires, économisait sou après sou pour leur offrir une vie meilleure. Et Catherine l'aidait, travaillant elle aussi à l'usine jusqu'à ce que son ventre devienne trop rond pour se tenir devant le métier à tisser. Lydie était née en avril 1953, par une nuit d'orage qui avait fait trembler les vitres et clignoter les lumières. Catherine avait accouché à la maison, assistée d'une sage-femme du quartier et d'Étienne qui faisait les 100 pas dans la pièce d'à côté, fou d'inquiétude. Quand elle avait entendu le premier cri de sa fille, quelque chose s'était brisé en elle, ou plutôt, quelque chose s'était réparé. Pour la première fois depuis des années, elle avait pleuré. Des larmes de joie, de soulagement,
de gratitude. Elle avait une petite fille à elle, qu'elle pourrait aimer, protéger, élever. Une petite fille qui ne saurait jamais la vérité sur sa mère. Ils avaient appelé leur fille Lydie, parce que Catherine avait toujours aimé ce prénom, Lydie, qui venait de Lydia, la marchande de pourpre dont parlait la Bible. Une femme forte, indépendante, qui avait réussi dans un monde d'hommes. Catherine espérait que sa fille serait comme elle. Et Lydie l'était devenue, d'une certaine façon. Forte, oui, indépendante, certainement, mais aussi fermée, rigide, incapable de montrer ses émotions. Et Catherine se demandait parfois si ce n'était pas de sa faute, si elle n'avait pas transmis à sa fille, sans le vouloir, cette incapacité à s'ouvrir, à faire confiance, à aimer librement. Michel était né 3 ans plus tard, en 1956, un garçon calme, rêveur, qui préférait les livres aux jeux de ballon et les histoires aux bagarres. Il ressemblait à Étienne physiquement, grand et solide, mais il avait le caractère de Catherine, ou plutôt le caractère d'Anastasie, cette fille qui dévorait les livres à la lueur d'une bougie volée. Catherine l'avait compris très tôt et elle avait tout fait pour encourager cette passion. Elle lui lisait des histoires le soir, l'emmenait à la bibliothèque le dimanche, lui achetait des livres d'occasion sur les marchés. Michel était devenu professeur d'histoire et elle était fière de lui, si fière qu'elle en avait parfois le cœur serré. Entre-temps, ils avaient déménagé. L'usine Bonnard avait fermé ses portes en 1960, victime de la concurrence étrangère et de la mécanisation. Étienne avait trouvé un travail dans une autre usine, à Villeurbanne, et ils avaient obtenu un appartement dans un immeuble HLM tout neuf, avec le chauffage central et l'eau chaude. Pour Catherine, c'était le luxe suprême. Elle avait enfin une vraie cuisine, une vraie salle de bain, des chambres séparées pour les enfants. Elle avait enfin une vie normale. Une vie de femme ordinaire, de mère de famille. Personne ne soupçonnait qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, mais la culpabilité ne l'avait jamais quittée. Elle était là, tapie dans l'ombre, prête à surgir au moindre moment de faiblesse. La nuit, Catherine rêvait de la vraie Catherine, de son amie, de sa sœur de cœur. Elle la voyait dans ce train, pâle et maigre, toussant du sang dans un mouchoir déjà rouge. Elle la voyait mourir, encore et elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de se rendormir. Elle avait volé la vie de Catherine. Elle vivait la vie que Catherine aurait dû vivre. Et elle ne pouvait rien faire pour réparer cette injustice. « Mamie, tu es sûre que ça va ?» La voix d'Hélène la ramena au présent. Catherine cligna des yeux, réalisant qu'elle avait fixé sa tasse de café sans la boire pendant de longues minutes. « Oui, ma chérie, ça va. Je pensais à ton grand-père. Il me manque, tu sais. » Hélène lui prit la main et la serra doucement. « Il me manque aussi, mamie. Il était tellement gentil. Je me souviens, il me faisait sauter sur ses genoux et il me chantait des chansons de son village. » Catherine sourit. Étienne venait d'un petit village de l'Ardèche et il avait gardé toute sa vie cet accent chantant du Sud. Il adorait ses petits-enfants, surtout Hélène qui lui ressemblait si peu, mais qui avait su conquérir son cœur dès le premier instant. Quand il était mort, en 1990, Hélène n'avait que 9 ans, mais elle se souvenait de tout. Elle était comme ça, Hélène. Elle n'oubliait rien, ni le bon ni le mauvais, tout comme sa grand-mère, même si elle ne le savait pas encore. On sonna à la porte. C'était Lydie, ponctuelle comme toujours, avec son air sévère et son tailleur impeccable. Derrière elle, Michel et sa famille. Ils étaient tous là, maintenant, tous réunis dans ce petit appartement qui avait vu tant de joie et tant de peine. Catherine les regarda, ces gens qu'elle avait mis au monde, qu'elle avait élevés, qu'elle avait aimés de tout son cœur, et elle sut que le moment était venu. Il fallait qu'elle leur dise, il fallait qu'ils sachent, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de leur parler, Catherine devait replonger dans ses souvenirs. Il y avait une partie de son histoire qu'elle n'avait encore jamais racontée à personne, pas même à Étienne. Une partie qui expliquait tant de choses, qui avait façonné le destin de toute sa famille sans que personne ne le sache. Romain, il fallait qu'elle leur parle de Romain. Elle s'installa dans son fauteuil, celui qu'Étienne avait acheté pour leurs 20 ans de mariage et qu'elle n'avait jamais voulu remplacer malgré son tissu usé et ses ressorts fatigués. Sa famille s'était dispersée dans le petit salon, Lydie sur le canapé avec son air impatient, Michel à côté de sa femme, Hélène assise par terre comme quand elle était enfant, Yves dans un coin avec son éternel livre qu'il avait tout de même fermé par politesse. Catherine prit une grande inspiration et commença à parler. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Mais avant, il faut que je vous raconte la suite de mon histoire, ce qui s'est passé après mon arrivée à Lyon, après mon mariage avec votre père. Il y a eu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a changé ma vie et la vôtre sans que vous le sachiez. » Elle vit le regard de Lydie se durcir, celui de Michel s'écarquiller de surprise. Hélène se redressa, attentive.
Seul Yves resta impassible, mais elle savait qu'il écoutait. C'était en 1967. Vous étiez encore petit. Lydie avait 14 ans et Michel 11. Nous vivions déjà dans cet appartement. Votre père travaillait à l'usine de Villeurbanne. Et moi, j'avais repris le travail à mi-temps dans un atelier de couture du quartier. Nous n'étions pas riches, mais nous avions ce qu'il fallait. J'étais heureuse, ou du moins, je croyais l'être. Et puis, il est arrivé. Catherine ferma les yeux un instant, revoyant ce jour comme si c'était hier. C'était un samedi de mars. Le printemps commençait à pointer son nez après un hiver particulièrement rude. Elle était allée au marché de la Croix-Rousse acheter des légumes pour le repas du dimanche. Les étals débordaient de poireaux, de carottes, de choux, et les marchands criaient leur prix dans le brouhaha joyeux du matin. Elle était en train de choisir des pommes de terre quand elle l'avait vu. Il se tenait devant l'étal d'en face, celui du fromager. Et il la regardait. Son cœur s'était arrêté de battre. Ce visage, ses yeux d'un bleu profond comme la mer, ses cheveux noirs maintenant striés de gris aux tempes. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être lui. Et pourtant, c'était bien Romain Deschamps, le fiancé de la vraie Catherine, l'homme qu'elle avait croisé une seule fois dans sa vie, lors de ce déjeuner chez les Beaumont en 1939, et qui avait hanté ses rêves pendant des années. Il avait vieilli, bien sûr. 28 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre. Il devait avoir 48 ans maintenant, et les années avaient laissé leurs traces sur son visage. Mais il était toujours beau, d'une beauté mature et assurée, qui le rendait encore plus séduisant qu'autrefois. Il portait un costume élégant, une cravate en soie, des chaussures cirées. De toute évidence, il avait réussi dans la vie. Catherine avait voulu fuir, disparaître dans la foule, rentrer chez elle et faire comme si rien ne s'était passé. Mais il l'avait vue, il l'avait reconnue, et il s'avançait vers elle, un sourire incrédule sur les lèvres. « Catherine », avait-il dit, « Catherine Beaumont. C'est bien toi, n'est-ce pas ? Je n'arrive pas à y croire. » Après toutes ces années, elle était restée figée, incapable de bouger, incapable de parler. Son panier de légumes lui avait glissé des mains et s'était renversé sur le pavé, répandant pommes de terre et poireaux dans une flaque d'eau boueuse. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Tout ce qu'elle voyait, c'était Romain. Romain qui la regardait avec ses yeux bleus, qui la transperçaient jusqu'à l'âme. Romain qui l'appelait par un nom qui n'était pas le sien. « Tu ne me reconnais pas ?» avait-il demandé, son sourire vacillant légèrement. « C'est vrai que ça fait longtemps. C'est moi, Romain. Romain Deschamps. On s'est rencontrés chez tes parents, avant la guerre. J'étais ton fiancé. Enfin, nos parents avaient arrangé les choses. Tu te souviens ? » Catherine avait dû mobiliser toutes ses forces pour ne pas s'effondrer. Bien sûr qu'elle se souvenait de tout. Mais elle n'était pas Catherine Beaumont. Elle était Anastasie Morel, la petite servante qui avait croisé son regard ce jour-là et qui en avait eu le cœur retourné. Elle était celle qui avait volé l'identité de son amie morte, celle qui vivait une vie qui n'était pas la sienne depuis plus de 20 ans. « Oui », avait-elle murmuré d'une voix à peine audible, « oui, je me souviens. » Et c'était vrai. Elle se souvenait de tout, de ce regard échangé, de ce frisson qui l'avait parcouru, de cette promesse qu'elle s'était faite de ne jamais trahir Catherine. Une promesse qu'elle avait brisée de la pire façon possible. Romain l'avait aidé à ramasser ses légumes et ils étaient allés s'asseoir dans un café voisin. Il lui avait raconté sa vie pendant ces 28 années. La guerre, l'exode, les années d'occupation qu'il avait passées à Vichy, où son père avait des relations. Il n'avait pas été résistant, non, il avait fait profil bas, attendant que l'orage passe. Après la guerre, il avait repris l'étude de notaire de son père et l'avait développée, ouvrant des succursales à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble. Il était riche maintenant, très riche. Il s'était marié, avait eu un fils, mais sa femme était morte d'un cancer 5 ans auparavant. Il était seul, toujours seul. Et il n'avait jamais oublié Catherine Beaumont, cette jeune fille aux yeux rieurs qu'il devait épouser et que la guerre lui avait arrachée. « J'ai cherché à te retrouver, tu sais », avait-il dit en la regardant intensément. « Après la libération, je suis retourné dans ton village. Mais ta maison avait brûlé, tes parents avaient été déportés, ton frère était mort. On m'a dit que tu étais morte, toi aussi, que tu avais été tuée pendant une rafle. J'ai fait mon deuil, j'ai continué ma vie, et te voilà, assise devant moi, vivante. C'est un miracle. » Catherine avait hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Ce n'était pas un miracle, c'était une malédiction. Car en cet instant, assise dans ce café avec cet homme qui la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde, elle avait compris qu'elle était prise au piège. Romain croyait qu'elle était Catherine Beaumont. Romain l'avait aimée autrefois, ou du moins avait aimé celle qu'il croyait qu'elle était. Et elle, Anastasie, elle sentait renaître dans son cœur ce sentiment dangereux qu'elle avait cru enterré depuis longtemps. Ils s'étaient revus. 1 fois, 2 fois, 10 fois, toujours en secret, toujours dans des endroits discrets où personne ne les connaissait. Romain lui faisait la cour avec une ardeur de jeune homme, lui offrait des fleurs, des bijoux, des mots d'amour qu'elle n'avait jamais entendus de la bouche d'Étienne.
car Étienne était un homme bon, un homme fidèle, mais il n'était pas romantique. Il exprimait son amour par des actes, pas par des paroles. Et Catherine, ou plutôt Anastasie, avait soif de ces paroles, de cette passion, de cette attention qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que c'était mal. Elle savait qu'elle trahissait Étienne, qu'elle trahissait ses enfants, qu'elle trahissait la mémoire de son ami. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Romain était comme une drogue, une addiction dont elle ne pouvait pas se défaire. Quand elle était avec lui, elle oubliait tout. Elle oubliait qu'elle vivait un mensonge, qu'elle portait un nom volé, qu'elle était une imposture ambulante. Elle se sentait vivante, désirée, aimée pour elle-même, même si ce n'était pas vraiment elle-même, même si Romain aimait une femme qui n'existait pas. Leur liaison avait duré 2 ans. 2 ans de rendez-vous clandestins, de mensonges à Étienne, de culpabilité dévorante qui la rongeait de l'intérieur. 2 ans pendant lesquels elle avait vécu dans la terreur d'être découverte, pas seulement son infidélité, mais son secret bien plus terrible, cette identité usurpée qu'elle traînait comme un boulet depuis 1945. Et puis un jour, tout avait basculé. Romain avait commencé à lui poser des questions sur son passé, sur la guerre, sur ce qui s'était passé entre la rafle de ses parents et son arrivée à Lyon. Au début, elle avait réussi à éluder, à changer de sujet, à détourner son attention par un baiser ou une caresse. Mais Romain était notaire. Il avait l'habitude de fouiller dans les documents, de reconstituer les histoires, de trouver les failles. Et il en avait trouvé une grosse faille. Un soir, dans la chambre d'hôtel où il se retrouvait habituellement, il lui avait montré un document. C'était un acte de décès. L'acte de décès de Catherine Beaumont, née le 15 mars 1930 à Clermont-Ferrand, décédée le 12 février 1945 dans un train entre Saint-Étienne et Lyon, cause du décès tuberculose pulmonaire. « Tu peux m'expliquer ça ?» avait-il demandé d'une voix glaciale. « Comment peux-tu être assise devant moi si tu es morte il y a plus de 20 ans ?» Catherine avait cru que son cœur allait exploser. Elle avait regardé le document, ces mots qui signalant son arrêt de mort, et elle avait compris que tout était fini. Son secret, ce secret qu'elle avait gardé pendant si longtemps, était enfin découvert. Elle n'avait plus le choix. Il fallait qu'elle parle. Elle lui avait tout raconté, l'amitié avec la vraie Catherine, la guerre, la fuite, la maladie, la mort dans le train, les papiers qu'elle avait pris parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait pleuré en parlant, des larmes qu'elle retenait depuis des décennies et qui coulaient enfin, libératrices et terrifiantes à la fois. Elle lui avait dit son vrai nom, Anastasie Morel, et elle avait vu son visage se transformer, passer de la stupeur à la colère, puis à quelque chose de plus complexe, un mélange de pitié et de mépris. « Alors tu n'es pas Catherine », avait-il dit finalement, « tu n'as jamais été Catherine. Tu es une menteuse, une voleuse. Tu as volé la vie de mon ami, de ma fiancée. » Catherine avait baissé la tête, acceptant le verdict. Il avait raison. Elle était tout cela et pire encore. Elle méritait son mépris, sa colère, sa haine. Mais ce qui était venu ensuite l'avait prise complètement au dépourvu. Romain s'était levé, avait fait les 100 pas dans la chambre, puis s'était retourné vers elle avec un sourire étrange. Un sourire qui ne ressemblait pas à celui qu'elle connaissait, un sourire froid, calculateur. « Tu sais, avait-il dit, je pourrais te dénoncer. Usurpation d'identité, c'est un crime. Tu irais en prison, tu perdrais tout. Ton mari, tes enfants, ta vie. Tout ce que tu as construit sur ce mensonge s'effondrerait comme un château de cartes. » Elle avait tremblé de tous ses membres, incapable de répondre. Elle savait qu'il disait vrai. Si la vérité éclatait, elle perdrait tout, absolument tout. « Mais je ne ferai pas ça, » avait continué Romain. « Pas si tu continues à me voir, pas si tu restes avec moi. Tu vois, Anastasie, ou Catherine, ou quel que soit ton nom, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, depuis ce jour où tu as croisé mon regard chez les Beaumont. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez toi, quelque chose que Catherine n'avait pas, et maintenant je comprends pourquoi. Tu n'étais pas Catherine, tu étais toi. » Catherine l'avait regardé, incrédule. Il l'aimait vraiment, elle, Anastasie, pas le fantôme de Catherine qu'elle prétendait être. Pendant un instant, elle avait ressenti une joie immense, vertigineuse. Puis la réalité l'avait rattrapée. Ce n'était pas de l'amour, c'était du chantage. Romain la tenait, et il le savait. Il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, et elle n'avait pas le choix. Leur relation avait changé après cette révélation. Ce n'était plus une histoire d'amour, si tant est qu'elle en ait jamais été une. C'était une prison dorée dont Catherine ne pouvait pas s'échapper. Romain exigeait de la voir régulièrement, et elle obéissait. Il exigeait son silence, et elle se taisait. Il exigeait sa soumission, et elle courbait l'échine. Elle était devenue son esclave, enchaînée par un secret qu'elle ne pouvait révéler à personne. Cela avait duré encore un an de cauchemar pendant lequel elle avait vieilli de 10 ans. Et puis un jour, Romain était parti. Il avait vendu son étude, quitté Lyon, disparu sans laisser d'adresse. Elle avait appris plus tard qu'il s'était installé à Paris.
qu'il s'était remarié avec une femme plus jeune, qu'il avait tourné la page. Il l'avait oubliée, ou du moins c'est ce qu'elle voulait croire. Et elle était restée là, avec ses secrets et sa culpabilité, essayant de reconstruire une vie normale auprès d'un mari qui ne savait rien et qui ne saurait jamais rien. Catherine rouvrit les yeux et regarda sa famille. Les visages étaient figés, les bouches entr'ouvertes de stupeur. Elle n'avait pas encore fini son histoire, mais elle voyait déjà les dégâts. Elle voyait le monde de ses enfants s'effondrer, tout ce qu'ils croyaient savoir sur elle voler en éclats. Et le pire était encore à venir. Le silence qui régnait dans le salon était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Catherine voyait les visages de ses enfants figés dans une expression de stupeur et d'incrédulité. Lydie avait pâli, ses lèvres pincées en une ligne dure. Michel se frottait les yeux derrière ses lunettes, comme s'il espérait se réveiller d'un mauvais rêve. Hélène tenait toujours la main de sa grand-mère, mais ses doigts s'étaient crispés. Seul Yves restait impassible, observant la scène avec cette distance qui le caractérisait. « Maman, finit par dire Lydie d'une voix étranglée, tu es en train de nous dire que tu n'es pas notre mère ? Que tu as volé l'identité de quelqu'un d'autre, que tu as trompé papa. Pendant des années, Catherine secoua la tête lentement. Non, ma chérie, ce n'est pas ce que je dis. Je suis bien ta mère, je t'ai portée dans mon ventre, je t'ai mise au monde, je t'ai élevée. Mais le nom que je porte, Catherine Beaumont, n'est pas le mien. Mon vrai nom est Anastasie Morel. Et oui, j'ai trompé ton père avec Romain. C'est la vérité, et je n'ai pas d'excuses. J'ai fait des choses terribles dans ma vie, des choses dont j'ai honte, mais je ne peux plus les cacher. Pas maintenant. Pas à la fin de ma vie. Lydie se leva brusquement, faisant sursauter tout le monde. Elle fit quelques pas vers la fenêtre, tournant le dos à sa mère. Ses épaules tremblaient, et Catherine comprit qu'elle pleurait. Lydie ne pleurait jamais, du moins pas devant les autres. La voir ainsi, si vulnérable, lui déchira le cœur. Michel fut le premier à retrouver sa voix. « Maman, dit-il doucement, je ne comprends pas. Pourquoi tu nous dis tout ça maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, papa est mort depuis 16 ans, ça ne changera plus rien pour lui. Et cette histoire avec Romain, c'était il y a 40 ans. Pourquoi remuer tout ça? Parce que ce n'est pas tout, répondit Catherine. Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose qui vous concerne directement. Toi et ta sœur, surtout ta sœur. Lydie se retourna lentement, le visage ravagé par les larmes qu'elle essuyait rageusement. Quoi encore? Demanda-t-elle d'une voix dure. Qu'est-ce que tu as encore fait? Catherine ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Ce qu'elle allait dire maintenant était la partie la plus difficile, celle qui la hantait depuis des décennies. Elle revoyait le visage de sa fille à 17 ans, si jeune, si amoureuse, si pleine d'espoir, et elle revoyait ce qu'elle avait fait pour briser ce bonheur. « Tu te souviens de Léon, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Lydie. « Léon Deschamps, le garçon que tu fréquentais quand tu avais 17 ans. » Le corps de Lydie se raidit comme si on l'avait frappée. Elle ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que tous les mots. Bien sûr qu'elle se souvenait. Comment aurait-elle pu oublier? Léon était le fils de Romain, continua Catherine. Quand je l'ai appris, quand j'ai compris que ma fille sortait avec le fils de mon ancien amant, j'ai paniqué. J'ai eu peur que Romain revienne dans ma vie, qu'il révèle mon secret, qu'il détruise tout ce que j'avais construit. Et j'ai fait quelque chose d'impardonnable. C'était en 1970. Lydie avait 17 ans et elle était belle, si belle avec ses longs cheveux châtains et ses yeux pleins de vie. Elle étudiait au lycée du Parc à Lyon, l'un des meilleurs de la ville, et elle rêvait de devenir médecin. Elle travaillait dur, passait ses soirées à étudier, ne sortait presque jamais. Et puis un jour, tout avait changé. Elle était rentrée de l'école avec un sourire que Catherine ne lui avait jamais vu. Un sourire radieux, lumineux, qui transformait tout son visage. « Maman, avait-elle dit, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Léon. Il est étudiant en droit. Il a 20 ans et il est merveilleux. Je crois que je suis amoureuse. » Catherine avait d'abord été heureuse pour sa fille. Lydie méritait l'amour, elle méritait le bonheur. Elle méritait tout ce que la vie avait à offrir. Mais quand elle avait appris le nom de famille de ce Léon, son cœur s'était glacé. Deschamps, Léon Deschamps, le fils de Romain. Elle avait mené sa petite enquête discrètement, sans que Lydie s'en doute. Et elle avait découvert que Romain, après avoir quitté Lyon, s'était installé à Paris où il avait reconstruit sa vie. Il s'était remarié avec une femme de bonne famille, avait eu un fils, ce Léon qui faisait maintenant battre le cœur de sa fille. Par un hasard cruel du destin, Léon était venu étudier le droit à Lyon, et il avait croisé le chemin de Lydie. Catherine avait observé leur relation grandir pendant plusieurs semaines, déchirée entre des sentiments contradictoires. D'un côté, elle voyait sa fille épanouie, heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Léon était un jeune homme charmant, poli, intelligent, qui traitait Lydie avec respect et tendresse. De l'autre côté, elle était terrifiée à l'idée que Romain apprenne l'existence de cette relation, qu'il revienne à Lyon, qu'il se venge en révélant la vérité sur elle. Un dimanche, Lydie avait invité Léon à déjeuner chez eux. Elle voulait le présenter à ses parents, officialiser leur relation.
Catherine avait passé la matinée dans un état de nervosité extrême, préparant le repas avec des mains tremblantes, guettant la sonnette comme si elle annonçait l'apocalypse. Et quand Léon était entré dans leur appartement, quand elle avait vu son visage, elle avait failli s'évanouir. Il ressemblait tellement à Romain. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes cheveux noirs, le même sourire charmeur. C'était comme si le fantôme de son passé avait pris corps devant elle, jeune et beau, et terriblement dangereux. Étienne n'avait rien remarqué, bien sûr. Pour lui, Léon n'était qu'un étudiant comme les autres, un prétendant pour sa fille qu'il fallait jauger et peut-être accepter. Mais Catherine, elle, voyait autre chose. Elle voyait le fils de l'homme qu'il avait aimé, trahi et fait chanter. Elle voyait une menace pour tout ce qu'elle avait construit. Le repas s'était bien passé, en apparence. Léon avait été charmant, avait fait rire Étienne avec ses anecdotes de faculté, avait complimenté la cuisine de Catherine. Lydie rayonnait de bonheur, tenant la main de son amoureux sous la table, échangeant avec lui des regards complices. Et Catherine souriait, acquiesçait, jouait son rôle de mère bienveillante, alors que son esprit bouillonnait de plans et de stratagèmes. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait pesé le pour et le contre, cherché une solution, une issue à ce piège dans lequel le destin l'avait enfermée. Et au petit matin, elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas laisser cette relation continuer. Elle ne pouvait pas prendre le risque que Romain revienne dans sa vie. Elle devait protéger sa famille, son secret, sa vie. Même si cela signifiait briser le cœur de sa propre fille. Catherine avait attendu que Léon reparte chez lui, puis elle avait demandé à Lydie de s'asseoir avec elle dans la cuisine. Elles y étaient allées, dans cette même cuisine où Catherine était assise maintenant, 60 ans plus tard, entourée de sa famille qui la regardait avec des yeux horrifiés. « Ma chérie, » avait-elle dit à sa fille, « il faut qu'on parle de Léon. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le visage de Lydie s'était illuminé. Elle pensait probablement que sa mère allait lui donner sa bénédiction, lui dire qu'elle approuvait sa relation. Pauvre enfant, elle ne savait pas ce qui l'attendait. « J'ai fait des recherches sur sa famille, » avait continué Catherine. « Son père est notaire à Paris, il s'appelle Romain Deschamps. Je le connais, Lydie. Enfin, je connais sa réputation. C'est un homme peu recommandable. Et j'ai appris quelque chose de très grave. » Le sourire de Lydie s'était effacé, remplacé par une expression inquiète. « Quoi, maman? Qu'est-ce que tu as appris ?» Catherine avait pris une grande inspiration et avait prononcé les mots qui allaient détruire le bonheur de sa fille. Léon a une fiancée à Paris, ils sont ensemble depuis 2 ans. Il doit l'épouser l'été prochain. Ses parents ont déjà tout organisé, la salle, le traiteur, les invitations. Il ne t'a rien dit parce qu'il voulait s'amuser un peu avant de se ranger. Tu n'es qu'une distraction pour lui, ma chérie. Rien de plus. Le visage de Lydie était devenu blanc comme un linge. Elle avait secoué la tête, refusant de croire ce qu'elle entendait. « Non » avait-elle murmuré. « Ce n'est pas possible. Léon m'aime. Il me l'a dit. Il veut qu'on construise notre vie ensemble. Il m'a parlé de projets, de mariage, d'enfants. Il ne peut pas avoir une fiancée. »« Demande-lui » avait répondu Catherine. « Demande-lui s'il compte aller à Paris cet été. Demande-lui pourquoi. Tu verras bien ce qu'il répondra. » C'était un mensonge, bien sûr. Un mensonge énorme, cruel, impardonnable. Léon n'avait pas de fiancée à Paris. Il aimait sincèrement Lydie. Il voulait vraiment construire sa vie avec elle. Catherine le savait. Elle l'avait vu dans ses yeux, dans la façon dont il regardait sa fille, dont il lui parlait, dont il la touchait. Mais elle avait menti quand même, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était lâche, parce qu'elle préférait briser le cœur de sa fille plutôt que de voir son secret révélé. Lydie avait confronté Léon le lendemain. Elle lui avait demandé s'il comptait aller à Paris cet été, et il avait répondu « oui », parce que ses parents voulaient qu'il passe les vacances avec eux avant sa dernière année de droit. C'était innocent, c'était vrai, mais aux oreilles de Lydie, empoisonnée par les mensonges de sa mère, cela avait sonné comme une confirmation. Elle avait rompu avec lui ce jour-là, sans lui donner d'explication, sans lui laisser la chance de se défendre. Catherine n'oublierait jamais le soir où Lydie était rentrée après cette rupture. Elle avait trouvé sa fille effondrée sur son lit, secouée de sanglots qu'elle essayait d'étouffer dans son oreiller. Elle s'était assise à côté d'elle, lui avait caressé les cheveux, lui avait murmuré des paroles de réconfort. Et tout ce temps, elle savait que c'était elle qui avait causé cette douleur, elle qui avait brisé le cœur de son propre enfant. Lydie n'avait plus jamais été la même après cela. La jeune fille rieuse et pleine de vie était devenue une femme dure, fermée, incapable de faire confiance. Elle s'était jetée à corps perdu dans ses études, avait réussi brillamment sa médecine, était devenue cardiologue. Elle avait fini par se marier, à 30 ans, avec Paul Dumont, un chirurgien qu'elle respectait mais qu'elle n'aimait pas. Elle avait eu une fille, Hélène, qu'elle avait élevée avec la même rigueur froide qu'elle appliquait à tout le reste de sa vie. Et jamais elle n'avait reparlé de Léon. Jusqu'à aujourd'hui. Catherine regarda sa fille, cette femme de 53 ans qui se tenait devant elle, le visage défait par des larmes qu'elle ne cherchait même plus à cacher.
Je suis désolée, Lydie, dit-elle d'une voix brisée. J'ai menti. Léon n'avait pas de fiancé. Je l'ai inventé parce que j'avais peur que son père découvre qui j'étais vraiment. J'ai sacrifié ton bonheur pour protéger mon secret. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner, et je ne te le demande pas. Je voulais juste que tu saches la vérité, enfin, après toutes ces années. Le silence qui suivit fut le plus long de la vie de Catherine. Elle vit le visage de Lydie passer par toutes les émotions, la stupeur, la colère, la douleur, le désespoir. Elle la vit ouvrir la bouche pour parler, puis la refermer, incapable de trouver les mots. Elle la vit chanceler sur ses jambes, et Michel se précipitait pour la soutenir. Et puis Lydie parla, d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas, une voix rauque, brisée, venue du plus profond de son être. « 36 ans, dit-elle. Tu m'as laissé souffrir pendant 36 ans. Tu m'as regardé épouser un homme que je n'aimais pas. Tu m'as regardé devenir cette femme aigrie et malheureuse. Et tout ce temps, tu savais. Tu savais que c'était ta faute, oui, murmura Catherine. Je savais, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour de ma vie. » Lydie fit un pas en arrière, comme si les mots de sa mère l'avaient physiquement frappée. Elle porta la main à sa poitrine, là où battait ce cœur qu'elle passait sa vie à réparer chez les autres, mais qu'elle n'avait jamais su guérir chez elle-même. Michel la tenait toujours par le bras, inquiet de la voir si pâle, si fragile soudain, elle qui était toujours si forte. « J'ai besoin d'air, murmura Lydie, j'ai besoin de sortir. » Elle se dégagea de l'étreinte de son frère et se dirigea vers la porte d'entrée. Catherine voulut la retenir, lui dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restèrent se bloquer dans sa gorge. Elle regarda sa fille partir, la porte se refermer derrière elle, et elle sut qu'elle venait peut-être de la perdre pour toujours. Le salon resta silencieux pendant de longues minutes. Hélène s'était levée et regardait par la fenêtre, suivant des yeux sa mère qui marchait d'un pas rapide dans la rue en contrebas. Michel était assis, la tête entre les mains, essayant de digérer tout ce qu'il venait d'entendre. Daniel lui caressait le dos en silence, ne sachant pas quoi dire. Yves avait rouvert son livre, mais ses yeux ne bougeaient pas sur la page. « Mamie, dit finalement Hélène en se retournant vers Catherine, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Pourquoi tu as gardé tout ça pour toi pendant si longtemps ?» Catherine regarda sa petite fille, cette jeune femme qui lui ressemblait si peu, et qui pourtant la comprenait mieux que personne. Comment expliquer 60 ans de mensonges, de peur, de culpabilité? Comment faire comprendre à quelqu'un qui avait grandi dans la liberté et la lumière ce que c'était que de vivre dans l'ombre, de porter un secret si lourd qu'il vous écrasait un peu plus chaque jour? « J'avais peur, répondit-elle simplement. Peur de perdre tout ce que j'avais construit. Peur que vous me rejetiez si vous saviez la vérité. Peur de finir seule, comme j'avais commencé. Tu sais, ma chérie, quand on vit dans le mensonge pendant si longtemps, on finit par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le mensonge devient ta réalité, et la vérité devient quelque chose de terrifiant, quelque chose qu'on repousse de toutes ses forces parce qu'on sait qu'elle détruira tout sur son passage. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Et puis il y avait la honte d'avoir volé l'identité de ma meilleure amie, de la seule personne qui m'avait vraiment aimé dans mon enfance. La honte d'avoir trompé ton grand-père avec un homme qui m'a ensuite fait chanter. La honte d'avoir détruit la vie de ta mère pour protéger mes secrets. Comment avouer tout cela à ceux qu'on aime? Comment leur dire qu'on n'est pas celle qu'ils croient? Hélène s'approcha de sa grand-mère et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains ridées dans les siennes. « Mamie, dit-elle doucement, tu es celle qui m'a appris à faire du vélo. Tu es celle qui m'a consolée quand je me suis cassé le bras à 8 ans. Tu es celle qui m'a encouragée à suivre ma passion pour la photographie quand tout le monde me disait que ce n'était pas un vrai métier. Tu es celle qui m'a toujours fait sentir aimée, acceptée, comprise. Ça, c'est la vérité. Le reste, ton nom, ton passé, ce que tu as fait il y a 60 ans, ça ne change pas qui tu es pour moi. » Catherine sentit les larmes couler sur ses joues. Elle qui ne pleurait presque jamais, elle qui avait appris à garder ses émotions enfouies au plus profond d'elle-même, elle pleurait maintenant comme une enfant. Elle serra les mains d'Hélène, s'accrochant à elle comme à une bouée de sauvetage. Michel se leva et vint s'asseoir à côté de sa mère. Il lui passa un bras autour des épaules, maladroitement, comme s'il ne savait pas trop comment la réconforter. « Maman, dit-il, je ne vais pas te mentir. Ce que tu viens de nous dire, c'est beaucoup à digérer. L'identité volée, l'infidélité, le mensonge à Lydie, tout ça. J'ai besoin de temps pour comprendre, pour accepter. Mais tu restes ma mère, rien ne changera ça. » Catherine hocha la tête, incapable de parler. Elle avait tellement redouté ce moment, tellement imaginé le pire. Elle s'était préparée au rejet, à la colère, à la haine. Elle ne s'était pas préparée à la compréhension, à l'acceptation, à l'amour. C'était presque plus difficile à supporter. Daniel se leva et alla préparer du thé, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle avait toujours été comme ça. Pragmatique, terre à terre, trouvant dans les gestes du quotidien un moyen de surmonter les crises. Catherine lui en fut reconnaissante. Le bruit de la bouilloire,
le tintement des tasses, l'odeur du thé qui infusait, tout cela ramenait un peu de normalité dans cette journée qui n'avait rien de normal. Ils burent leur thé en silence, chacun perdu dans ses pensées. Catherine regardait sa famille, ce qui restait d'elle du moins, car Lydie n'était toujours pas revenue. Elle pensait à tout ce qu'elle leur avait dit, à tout ce qu'elle leur avait caché pendant si longtemps. Elle pensait à Étienne, son mari, mort sans jamais connaître la vérité. Avait-elle eu raison de la lui cacher? Aurait-il compris, lui aussi? Elle ne le saurait jamais. « Mamie », dit soudain Yves, brisant le silence de sa voix douce et posée. C'était la première fois qu'il parlait depuis le début des révélations. Catherine le regarda, surprise. Son petit-fils était si discret, si effacé, qu'on oubliait parfois sa présence. Mais il était là, il avait tout entendu, et maintenant il avait quelque chose à dire. « Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait », continua-t-il. « Pas le mensonge à tante Lydie, ça c'était mal. Mais le reste, l'identité volée, je veux dire. Tu n'avais pas le choix, tu étais seul, sans papier, dans un pays ravagé par la guerre. Tu aurais pu mourir si tu n'avais pas pris les papiers de ton amie. Et elle était morte, elle n'en avait plus besoin. Ce n'était pas du vol, pas vraiment, c'était de la survie. » Catherine regarda son petit-fils avec des yeux nouveaux. Ce garçon qu'elle avait toujours considéré comme un peu étrange, un peu distant, la surprenait par sa perspicacité. Il avait compris quelque chose que même elle avait du mal à admettre. Elle n'était pas une voleuse. Elle était une survivante. Elle avait fait ce qu'il fallait pour vivre, pour continuer, pour avoir une chance d'être heureuse. Et si c'était mal, si c'était un péché, alors tant pis. Elle préférait être une pécheresse vivante qu'une sainte morte. « Merci, Yves », murmura-t-elle. « Merci de comprendre. » Le jeune homme hocha la tête et replongea dans son livre, comme si cette intervention ne lui avait coûté aucun effort. Mais Catherine avait vu quelque chose briller dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de l'affection, peut-être même à de l'admiration. Elle se promit de passer plus de temps avec lui à l'avenir, de mieux le connaître, si elle avait un avenir, bien sûr. La porte d'entrée s'ouvrit et Lydie entra. Elle avait les yeux rouges, le visage gonflé par les larmes. Mais elle semblait plus calme, plus posée. Elle avait marché pendant près d'1 heure, errant dans les rues de ce quartier qu'elle connaissait par cœur, ce quartier où elle avait grandi, où elle avait été heureuse avant que tout ne bascule. Et pendant cette marche, elle avait réfléchi à sa vie, à ses choix, à cette révélation qui changeait tout et rien à la fois. Elle s'approcha de sa mère et s'assit en face d'elle. Pendant un long moment, elles se regardèrent en silence, deux femmes que le destin avait liées et séparées, unies et déchirées. Puis Lydie parla, d'une voix qui tremblait encore mais qui avait retrouvé un peu de force. « J'ai réfléchi, maman. J'ai beaucoup réfléchi, et je me suis rendu compte de quelque chose. Ce que tu as fait, le mensonge sur Léon, ça m'a détruite. Ça a détruit ma vie, mon bonheur, ma capacité à aimer. Pendant 36 ans, j'ai porté cette blessure sans même savoir d'où elle venait. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais incapable d'être heureuse, pourquoi je repoussais tous ceux qui m'approchaient, pourquoi je me sentais si vide à l'intérieur. Et maintenant je sais, maintenant je comprends. » Elle s'arrêta, prit une grande inspiration, puis continua. « Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Tu as fait ça parce que tu avais peur, peur pour toi, oui, mais aussi peur pour nous. Tu pensais nous protéger en protégeant ton secret. Tu t'es trompé. Horriblement trompé, mais ton intention n'était pas de me faire du mal. Tu m'as fait du mal quand même, mais ce n'était pas ton but. » Catherine ouvrit la bouche pour parler, mais Lydie leva la main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai passé ma vie à juger les autres, à être dure, intransigeante. J'ai jugé Hélène parce qu'elle ne vivait pas comme je voulais qu'elle vive. J'ai jugé Paul parce qu'il n'était pas l'homme que j'aurais voulu aimer. Je me suis jugé moi-même, sans pitié, sans compassion. Et tout ça parce que j'avais le cœur brisé et que je ne savais pas comment le guérir. » Elle se tut un instant, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Alors voilà ce que j'ai décidé. Je ne vais pas te pardonner aujourd'hui. Je ne peux pas. C'est trop frais, trop douloureux. Mais je ne vais pas non plus te rejeter. Tu es ma mère, celle qui m'a donné la vie, celle qui m'a élevé, celle qui m'a aimé à sa façon. Et l'amour, même imparfait, même maladroit, même destructeur parfois, ça reste de l'amour. » Catherine tendit la main vers sa fille, hésitante, comme si elle avait peur d'être repoussée. Mais Lydie la prit, la serra, et pendant un instant, elles furent juste une mère et une fille, unies par un lien que rien ne pouvait briser. Pas même les mensonges, pas même les trahisons, pas même les années de silence et de douleur. « Je t'aime, Lydie, » murmura Catherine. « Je t'ai toujours aimée, même quand je te faisais du mal. Je sais que ça ne suffit pas, je sais que ça n'excuse rien, mais c'est la vérité, la seule vérité qui compte. » « Je sais, maman, » répondit Lydie, « je sais. » Hélène s'approcha et prit sa mère dans ses bras, pour la première fois depuis des années. Michel se joignit à elle, puis Daniel, puis même Yves qui avait finalement posé son livre. Ils formaient un cercle, une chaîne de bras et de mains et de cœurs, une famille brisée qui essayait de se reconstruire. Catherine ferma les yeux,
et se laissa porter par cette étreinte collective. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Elle ne savait pas si Lydie pourrait vraiment lui pardonner, si leur relation pourrait se réparer, si les blessures du passé pourraient jamais cicatriser. Mais pour l'instant, en cet instant précis, elle n'était plus seule. Elle n'était plus une menteuse, une voleuse, une usurpatrice. Elle était juste une vieille femme entourée de sa famille, une vieille femme qui avait enfin dit la vérité. Et quelque part, dans un coin de son esprit, elle crut entendre la voix de son amie Catherine, la vraie Catherine, celle qui était morte dans ce train il y a si longtemps. Une voix douce, apaisante, qui murmurait des mots de pardon et d'amour. « Merci », disait la voix. « Merci d'avoir vécu pour nous deux. Merci de leur avoir finalement dit la vérité. Maintenant, tu peux être en paix. Maintenant, nous pouvons toutes les deux être en paix. » Catherine sourit à travers ses larmes. « Oui, pensa-t-elle. Maintenant, enfin, je peux être en paix. » Les jours qui suivirent la grande révélation furent étranges, suspendus entre le passé et l'avenir, comme une parenthèse hors du temps. La famille était restée à Lyon, personne ne voulant partir avant d'avoir digéré ce qu'ils avaient appris. Lydie avait pris une chambre d'hôtel mais venait chaque jour voir sa mère, passant des heures à lui poser des questions sur son passé, sur la vraie Catherine, sur la guerre, sur tout ce qu'elle avait caché pendant si longtemps. C'était comme si elle essayait de reconstituer un puzzle dont elle venait seulement de découvrir l'existence. Michel, lui, avait réagi en historien. Il voulait des dates, des faits, des documents. Il avait passé des heures sur Internet cherchant des traces de la famille Beaumont, de la famille Morel, du réseau de résistance auquel Catherine avait appartenu. Il avait trouvé quelques bribes, un article sur la rafle qui avait décimé les Beaumont, une mention du frère François dans un livre sur les martyrs du Vercors, une photo jaunie d'un groupe de résistants où l'on distinguait vaguement le père de Catherine. Chaque découverte était un petit miracle, un fragment de vérité qui venait combler les trous de l'histoire familiale. Hélène, fidèle à elle-même, avait sorti son appareil photo. Elle photographiait tout, les mains ridées de sa grand-mère, les vieux murs de l'appartement, le marronnier par la fenêtre, les visages de sa famille en train de se transformer sous le poids des révélations. Elle disait que c'était sa façon de traiter l'information, de comprendre, d'accepter. Catherine la laissait faire, touchée par cette attention, par ce désir de capturer quelque chose qui allait bientôt disparaître. Car Catherine savait que son temps était compté. Non pas qu'elle fût malade, pas plus que d'habitude en tout cas, mais elle sentait que quelque chose avait changé en elle depuis qu'elle avait parlé. Un poids s'était envolé de ses épaules, et avec lui une partie de sa force, comme si le secret avait été le ciment qui la maintenait debout, et que sans lui, elle commençait à s'effriter. Elle ne le disait à personne, mais elle le sentait dans ses os, dans sa chair, dans chaque battement de son cœur fatigué. Une semaine après les révélations, quelque chose d'inattendu se produisit. Catherine était assise dans sa cuisine, seule pour une fois, savourant le silence après des jours de conversations intenses. Le téléphone sonna. Elle décrocha machinalement, s'attendant à entendre la voix de Lydie ou de Michel. « Madame Moreau » dit une voix masculine qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Je suis maître Garnier, notaire à Paris. Je vous appelle au sujet de la succession de monsieur Romain Deschamps. » Le cœur de Catherine s'arrêta de battre pendant une seconde. Romain. Ce nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des décennies, ce nom qui avait hanté ses cauchemars, qui avait représenté à la fois l'amour et la terreur. Romain était mort. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Du soulagement peut-être, de la tristesse aussi. Étrangement, on ne peut pas haïr quelqu'un qu'on a aimé sans garder un peu de cet amour quelque part, enfoui sous des couches de rancœur et de temps. Monsieur Deschamps est décédé il y a 3 semaines, continua le notaire. Dans son testament, il vous a laissé quelque chose, une lettre et un objet. Il a demandé que je vous les remette en main propre. Serait-il possible de vous rencontrer ? Catherine resta silencieuse un long moment, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Romain lui avait laissé quelque chose dans son testament. Après toutes ces années, après tout ce qu'il lui avait fait, il avait pensé à elle au moment de mourir. Elle ne savait pas si elle devait être touchée ou effrayée. « Je ne peux pas venir à Paris », finit-elle par dire. « Je suis trop vieille pour voyager. Mais si vous pouvez vous déplacer à Lyon, je vous recevrai. » Le notaire accepta. Ils fixèrent un rendez-vous pour le surlendemain. Quand Catherine raccrocha, ses mains tremblaient. Elle resta longtemps assise à regarder le téléphone, comme s'il allait sonner à nouveau et lui annoncer que tout cela n'était qu'une erreur, un mauvais rêve. Mais le téléphone resta silencieux, et la réalité s'imposa peu à peu. Elle décida de ne rien dire à sa famille avant d'avoir vu le notaire. C'était peut-être une erreur, peut-être aurait-elle dû les prévenir, mais elle voulait d'abord savoir ce que Romain avait à lui dire. Elle voulait affronter ce dernier fantôme de son passé seul, comme elle avait affronté tous les autres. Maître Garnier arriva le jour dit, un homme d'une 50aine d'années au visage grave et aux manières impeccables.
Il s'assit en face de Catherine dans le petit salon et sortit de sa serviette une enveloppe jaunie et un petit écrin de velours bleu. « Monsieur Deschamps m'a confié ceci il y a 10 ans, dit-il. Il m'a demandé de vous les remettre après sa mort. Il a été très clair sur ses instructions. La lettre d'abord, l'écrin ensuite. » Catherine prit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était écrit dessus, pas Catherine Moreau, pas Catherine Beaumont, mais Anastasie. Son vrai nom, celui qu'elle n'avait pas utilisé depuis plus de 60 ans. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture fine et serrée. « Ma chère Anastasie », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que je suis mort et que tu es encore vivante. J'espère que tu as vécu une belle vie, plus belle que celle que je t'ai offerte. J'espère que tu as trouvé le bonheur, malgré tout ce que je t'ai fait. » Catherine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle continua à lire, dévorant les mots de Romain comme on dévore un testament, ce qu'ils étaient d'ailleurs. « Je t'écris cette lettre pour te demander pardon. Pardon de t'avoir fait chanter, pardon de t'avoir utilisé, pardon d'avoir profité de ta peur et de ta vulnérabilité. J'étais un homme égoïste, cruel parfois, incapable d'aimer sans posséder. Je t'aimais, Anastasie, je t'aimais vraiment, mais mon amour était malade, possessif, destructeur. Je ne savais pas aimer autrement. Quand j'ai découvert que tu n'étais pas Catherine, j'aurais dû te protéger, te rassurer, te dire que ton secret était en sécurité avec moi. Au lieu de cela, je m'en suis servi comme d'une arme pour te garder près de moi. C'était impardonnable, je le sais, et je ne te demande pas de me pardonner, je te demande juste de comprendre que j'étais un homme brisé, hanté par mes propres démons, incapable de faire le bien même quand je le voulais. » La lettre continuait, page après page, racontant la vie de Romain après son départ de Lyon. Son remariage avec une femme qu'il n'aimait pas, la naissance de son fils Léon, ses succès professionnels qui ne comblaient jamais le vide à l'intérieur. Il parlait de ses regrets, de ses remords, des nuits où il se réveillait en pensant à elle, se demandant ce qu'elle était devenue, si elle était heureuse, si elle avait réussi à surmonter ce qu'il lui avait fait. « J'ai appris, il y a quelques années, que mon fils Léon avait fréquenté ta fille quand ils étaient jeunes. » écrivait-il. Il ne s'en est jamais remis. Il m'a dit un jour que cette fille, Lydie, était l'amour de sa vie et qu'elle l'avait quitté sans explication. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Il dit qu'il n'a jamais pu aimer quelqu'un d'autre. Catherine dut s'arrêter de lire, le souffle coupé. Léon n'avait jamais oublié Lydie. Pendant toutes ces années où sa fille se morfondait dans un mariage sans amour, l'homme qu'elle aimait vraiment pensait encore à elle. C'était trop cruel, trop ironique, trop injuste. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, continuait la lettre. Je ne sais pas pourquoi ta fille l'a quitté. Mais je soupçonne que tu y es pour quelque chose. Je te connais, Anastasie. Je sais de quoi tu es capable quand tu as peur. Tu aurais fait n'importe quoi pour protéger ton secret, même briser le cœur de ta propre fille. » Catherine ferma les yeux. Romain la connaissait si bien, même après toutes ces années. Il avait deviné ce qu'elle avait fait sans même en avoir la preuve. C'était à la fois réconfortant et terrifiant d'être connu si intimement par quelqu'un. « Si j'ai raison, reprenait la lettre, alors tu as fait à ta fille ce que je t'ai fait à toi. Tu as détruit son bonheur par peur, par égoïsme, par lâcheté. Nous sommes pareils, toi et moi, plus que tu ne voudrais l'admettre. Nous sommes deux survivants qui avons laissé nos blessures blesser les autres. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Léon vit toujours à Paris. Il a 60 ans maintenant. Il est à la retraite. Il passe ses journées à lire et à se promener dans les jardins du Luxembourg. Il est seul, comme toi tu dois l'être. Je lui ai parlé de toi avant de mourir, pas de ton secret, rassure-toi, mais de la femme que j'ai aimée et perdue. Je lui ai dit que si un jour il croisait le chemin de ta fille, il devrait lui pardonner, quelle que soit la raison pour laquelle elle l'avait quitté. » Catherine sentit son cœur battre plus vite. Était-ce possible ? Après toutes ces années, y avait-il encore une chance pour Lydie et Léon ? Dans l'écrin que Maître Garnier va te remettre, tu trouveras une bague. C'est la bague de fiançailles que j'avais achetée pour Catherine Beaumont, la vraie, avant la guerre. Je ne l'ai jamais donnée à personne. Je voulais que tu l'aies. Non pas comme un symbole de notre amour malheureux, mais comme un souvenir de celle dont tu as pris le nom. Elle aurait voulu que tu sois heureuse, j'en suis sûr, elle t'aimait comme une sœur. Adieu, Anastasie. Adieu, Catherine. Adieu, la femme aux 2 noms et aux 1000 secrets. J'espère que tu trouveras la paix que je n'ai jamais trouvée. Et j'espère que nos enfants, eux, auront plus de chance que nous, avec tout l'amour dont j'étais capable, Romain. » Catherine replia la lettre et la posa sur ses genoux. Le notaire lui tendit l'écrin en silence. Elle l'ouvrit et découvrit une bague ancienne, un saphir entouré de petits diamants, monté sur de l'or blanc. C'était magnifique, délicat, exactement le genre de bague que la vraie Catherine aurait aimé. Elle la prit entre ses doigts et la fit tourner dans la lumière, regardant les reflets bleus danser sur les murs. « Merci », dit-elle au notaire d'une voix rauque. « Merci d'avoir fait tout ce chemin. » Le notaire hocha la tête, se leva et prit congé.
Catherine resta seule avec la lettre et la bague, ces derniers ce cadeau d'un homme qu'elle avait aimé et haï, qu'il avait aimé et blessé. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire de ces révélations, de cette adresse à Paris, de cette possibilité de réparer ce qu'elle avait détruit. Mais elle savait une chose, elle devait parler à Lydie. Elle devait lui dire que Léon ne l'avait jamais oubliée. Elle devait lui donner une chance, même minuscule, de retrouver le bonheur qu'elle lui avait volé il y a 36 ans. Elle se leva lentement, rangea la lettre et la bague dans un tiroir et décrocha le téléphone pour appeler sa fille. Lydie arriva 1 heure plus tard, le visage marqué par l'inquiétude. Sa mère ne l'appelait jamais sans raison, et le ton de sa voix au téléphone l'avait alarmée. Elle trouva Catherine assise dans son fauteuil, les mains posées sur les accoudoirs, le regard perdu dans le vague. Sur la table basse devant elle, une lettre pliée et un petit écrin de velours bleu. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lydie en s'asseyant en face d'elle. « Tu m'as fait peur. » Catherine la regarda longuement, cette fille qu'elle avait mise au monde, qu'elle avait élevée, qu'elle avait aimée à sa façon maladroite et imparfaite, cette fille dont elle avait brisé le cœur et la vie pour protéger ses propres secrets. Elle lui devait la vérité, toute la vérité, jusqu'au bout. « Romain est mort, dit-elle simplement. Il m'a laissé une lettre. » Le visage de Lydie se figea. Romain, l'homme dont sa mère lui avait parlé, l'amant, le maître chanteur, le père de Léon. Elle ne dit rien, attendant la suite. Catherine lui tendit la lettre. « Lys, dit-elle. Tu comprendras. » Lydie prit les feuillets et commença à lire. Catherine l'observait, guettant ses réactions, les mouvements de ses sourcils, les crispations de sa mâchoire, les larmes qui montaient peu à peu dans ses yeux. Elle la vit pâlir en découvrant que Léon ne l'avait jamais oubliée, qu'il était resté seul toute sa vie, qu'il l'avait aimée pendant 36 ans sans savoir pourquoi elle l'avait quitté. Quand Lydie reposa la lettre, ses mains tremblaient. Elle resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur un point invisible, quelque part entre le passé et le présent. Puis elle parla, d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas elle-même. « Il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, parce que je l'ai quitté sans explication. Parce que tu m'as menti. » Catherine hocha la tête, acceptant le reproche. « Oui, dit-elle, et je ne pourrai jamais réparer le mal que j'ai fait, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Romain a laissé son adresse. Léon vit toujours à Paris. Tu pourrais le retrouver. » Lui expliquer, lui demander pardon. Lydie secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Lui demander pardon, après 36 ans. « Maman, on est un vieux maintenant. J'ai 53 ans, il en a 60. Qu'est-ce qu'on ferait de nos vies à cet âge ?» Catherine se pencha vers sa fille et lui prit les mains. « On vit, répondit-elle. On vit ce qu'il nous reste à vivre, crois-moi ma chérie. J'ai 76 ans et je sais de quoi je parle. Le temps passe si vite, si terriblement vite. On croit qu'on a toute la vie devant soi, et puis un jour on se retourne et on réalise qu'on a passé des décennies à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Ne fais pas la même erreur que moi, ne laisse pas la peur te voler ce qui te reste de bonheur. » Lydie regarda sa mère, cette vieille femme aux cheveux blancs et aux mains ridées, cette femme qui avait porté tant de secrets, tant de mensonges, tant de regrets. Et pour la première fois, elle ne vit pas la femme qui l'avait trahie. Elle vit une survivante, quelqu'un qui avait traversé des épreuves inimaginables et qui était toujours là, toujours debout, toujours capable d'aimer malgré tout. « Et Paul, demanda-t-elle, qu'est-ce que je fais de mon mariage ?» Catherine haussa les épaules. « Est-ce vraiment un mariage ? Tu me l'as dit toi-même le jour où tu t'es mariée. Tu n'aimais pas Paul. Tu l'as épousé parce que tu avais 30 ans, parce que tu voulais un enfant, parce que tu avais renoncé à l'amour, mais tu n'as jamais été heureuse avec lui, n'est-ce pas ?» Lydie baissa les yeux. « Non, admit-elle. Je n'ai jamais été heureuse. Il me trompe depuis des années, tu sais. Je fais semblant de ne pas le voir, mais je sais. Les coups de téléphone tard le soir, les week-ends de congrès qui n'en finissent pas, les parfums de femmes sur ses vêtements. J'ai fermé les yeux parce que ça m'arrangeait, parce que je n'avais pas le courage de partir, parce que je pensais que je ne méritais pas mieux. Tu mérites mieux, dit Catherine avec force. Tu mérites d'être aimée, vraiment aimée, par quelqu'un qui te regarde comme Léon te regardait quand tu avais 17 ans. Tu mérites une deuxième chance, même à 53 ans, surtout à 53 ans. Lydie resta silencieuse un long moment, pesant les mots de sa mère. Puis elle se leva, alla à la fenêtre et regarda le vieux marronnier qui se balançait doucement dans le vent d'automne. Elle pensa à Léon, à ses yeux bleus, à son sourire, à la façon dont il lui tenait la main quand il marchait le long des quais de Saône. Elle pensa à toutes ces années perdues, à tous ces souvenirs qu'ils auraient pu créer ensemble, à tous ces enfants qu'ils auraient pu avoir. Et elle prit sa décision. « Je vais aller à Paris », dit-elle sans se retourner. « Je vais le retrouver. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas s'il voudra me voir, s'il pourra me pardonner. Mais je dois essayer. Je me le dois et je te le dois. » Catherine sentit les larmes couler sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de me donner cette chance de réparer un peu ce que j'ai détruit. » Lydie se retourna,
et vint s'agenouiller devant sa mère. Elle lui prit les mains et les serra fort. « Je ne te pardonne pas encore, dit-elle. Peut-être que je ne te pardonnerai jamais complètement, mais je comprends. Je comprends que tu avais peur, que tu essayais de survivre, que tu as fait ce que tu croyais être le mieux. Et je t'aime, maman. Malgré tout, je t'aime. » Elles restèrent ainsi un long moment, mère et fille, unies par des liens plus forts que tous les mensonges et toutes les trahisons. Puis Lydie se releva, essuya ses larmes et annonça qu'elle partait le lendemain pour Paris. Elle avait des choses à régler, un mari à quitter, une vie à reconstruire. Mais d'abord, elle devait retrouver Léon. Les semaines qui suivirent furent remplies de changements. Lydie divorça de Paul, qui ne protesta même pas, trop occupé avec sa dernière maîtresse pour se soucier de son épouse. Elle vendit leur appartement de Lyon et s'installa temporairement chez sa mère, le temps de décider de la suite. Et puis, elle alla à Paris. Catherine n'eut pas de nouvelles pendant 3 jours. 3 jours d'angoisse, d'espoir, de prières silencieuses. Et puis le téléphone sonna. « Maman », dit la voix de Lydie, et Catherine sut immédiatement, rien qu'au ton, que quelque chose avait changé. Il m'a pardonné. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. On a parlé pendant des heures, on a pleuré, on a ri. C'est comme si 36 ans s'étaient effacés d'un coup. On est vieux, c'est vrai. Mais on a encore du temps. On veut le passer ensemble. Catherine pleura de joie en entendant ces mots. Sa fille avait retrouvé l'amour de sa vie, celui qu'elle lui avait arraché des décennies plus tôt. Ce n'était pas un pardon, pas vraiment, mais c'était mieux. C'était une rédemption. Les mois suivants virent la famille se transformer. Lydie s'installa à Paris avec Léon dans un petit appartement près du jardin du Luxembourg. Ils se marièrent au printemps, une cérémonie intime à laquelle Catherine assista en fauteuil roulant, ses jambes ne la portant plus comme avant. Elle vit sa fille sourire comme elle ne l'avait pas vue sourire depuis des décennies, et elle sut qu'elle avait fait la bonne chose en révélant la vérité. Hélène continua ses voyages, mais elle appelait plus souvent maintenant, envoyait des photos de tous les coins du monde, racontait ses aventures à sa grand-mère qui les écoutait avec émerveillement. Un jour, elle annonça qu'elle avait rencontré quelqu'un, un journaliste qu'elle avait croisé lors d'un reportage en Provence. Ils se fiancèrent à l'automne et Hélène promit que le mariage aurait lieu à Lyon, dans la ville de sa famille. Michel et Daniel vinrent voir Catherine plus souvent, amenant Yves qui avait commencé ses études d'histoire et qui passait des heures à interroger sa grand-mère sur la guerre, la résistance, la vie d'avant. Il disait qu'il voulait écrire un livre sur cette période, et Catherine lui racontait tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait caché pendant si longtemps. Et puis vint le jour où Hélène appela avec une nouvelle extraordinaire. « Mamie, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, je suis enceinte. Tu vas être arrière-grand-mère. » Catherine raccrocha le téléphone et resta longtemps assise dans son fauteuil, un sourire aux lèvres. Un arrière-petit-enfant, une nouvelle vie qui allait naître, qui allait porter en elle un peu de son sang, un peu de son histoire. Elle qui avait cru que tout était fini, que sa vie n'avait été qu'une suite de mensonges et de regrets, elle découvrait qu'il y avait encore de la beauté, encore de l'espoir, encore de l'amour. Quelques semaines plus tard, elle décida de retourner en Auvergne. Elle voulait revoir son village natal, la maison où elle avait grandi, le cimetière où ses parents étaient enterrés. Elle voulait dire adieu à Anastasie Morel, cette petite fille pauvre qui avait rêvé d'une autre vie et qui l'avait obtenue. À quel prix ? Le voyage fut long et fatigant, mais Hélène l'accompagna, conduisant doucement sur les routes de campagne, s'arrêtant chaque fois que sa grand-mère avait besoin de repos. Elles arrivèrent au village au coucher du soleil, quand la lumière dorée baignait les collines d'une lueur presque surnaturelle. Le village avait changé, bien sûr. Les maisons avaient été rénovées, les rues asphaltées, les champs transformés en lotissements. Mais l'église était toujours là, et le cimetière aussi, avec ses vieilles tombes de pierre grise couvertes de mousse. Catherine se fit conduire jusqu'à la tombe de ses parents. Elle resta longtemps devant la pierre usée par le temps, lisant les noms gravés, Auguste Morel et Marguerite Morel, nés du bois. Ses parents, qu'elle avait à peine connus, qu'elle avait fui dès qu'elle avait pu, mais qui restaient une partie d'elle pour toujours. « Je suis revenue, murmura-t-elle. Je suis Anastasie, votre fille. J'ai vécu une longue vie, pas toujours bonne, pas toujours honnête, mais une vie quand même. J'ai eu des enfants, des petits-enfants, et bientôt un arrière-petit-enfant. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai survécu. Et maintenant, je suis prête à partir. Pas tout de suite, non, j'ai encore des choses à voir, des gens à aimer. Mais bientôt, et quand ce jour viendra, je serai en paix. » Elle sentit une main se poser sur son épaule. Hélène était là, silencieuse, respectueuse de ce moment intime. Catherine lui sourit et se laissa reconduire à la voiture. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna. C'était Lydie. « Maman, dit-elle, je voulais te remercier. Pour tout, pour m'avoir dit la vérité,
pour m'avoir poussé à retrouver Léon, pour m'avoir donné une seconde chance. Je suis heureuse, maman. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureuse. Catherine sourit à travers ses larmes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ma chérie. Te voir heureuse. Maintenant, je peux partir en paix. Ne dis pas ça, protesta Lydie. Tu as encore plein d'années devant toi. Tu dois voir naître ton arrière-petit-enfant. Tu dois assister au mariage d'Hélène. Tu dois encore faire plein de choses. Catherine rit doucement. Oui, tu as raison. J'ai encore des choses à faire. Mais quand le moment viendra, je serai prête. Je n'ai plus peur, Lydie. Je n'ai plus de secrets, plus de regrets, plus de mensonges. Je suis enfin moi-même, Anastasie Morel, et je suis en paix avec qui je suis. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre les collines d'Auvergne qui défilaient, ces collines qu'elle avait connues, enfant, qu'elle avait fuies adolescente et qu'elle redécouvrait maintenant, vieille femme au crépuscule de sa vie. Et elle crut entendre, portée par le vent, une voix douce et familière qui murmurait « Merci. Merci d'avoir vécu pour nous deux, Anastasie. Merci d'avoir finalement trouvé la paix. » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et partagez-la avec vos proches. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que votre vie soit remplie d'amour, de paix et de seconde chance. À très bientôt pour une nouvelle histoire.